à moi de me présenter alors. Si tu veux te présenter, vas-y. Donc voilà, moi j'étais médecin quand j'étais jeune, ensuite médecin du travail. Après, je suis devenue psychiatre dans les années 80, comme on en parlait tout à l'heure, avec une idée que le secteur, ça devait être encore aussi formidable que ce que j'avais lu dans les livres, ce qui n'a pas manqué de créer un froid quand j'ai rencontré la clinique du secteur dans la région parisienne. Et puis après, j'ai travaillé en cabinet et en ayant toujours un pied dans la marge, parce que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai travaillé d'abord avec les anorexiques dans une association, anorexie boulimie, et ensuite j'ai rencontré la grande précarité en faisant partie de la première cellule psychiatrie mobilité avec Xavier Manueli, en partenariat avec l'hôpital psychiatrique. En fait, j'ai jamais, pas fait exprès, mais j'ai jamais travaillé dans un secteur associatif pur, mais toujours un pied dans l'État et un pied dans la marge qui m'a permis de voir comment ça ne marchait pas. Mais c'est très intéressant. Et puis, j'ai travaillé dans ce registre-là dans à peu près une dizaine d'années, dans le chaos, en fait. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir aidé beaucoup de gens dans la rue à l'époque. Le seul truc intelligent que j'ai dû faire, c'est, pour essayer de sortir moi-même du chaos, c'est d'écrire un livre qui, je sais au moins, a aidé les travailleurs sociaux. Mais je pense que c'était pour m'aider moi-même, parce que c'était incompréhensible à l'époque. Et puis, on posait surtout toujours les mêmes questions. Mais je vais revenir là-dessus après, sur les questions qu'on me posait. Et ensuite, j'ai continué à travailler en cabinet, toujours beaucoup avec des adolescents, des grandes anorexiques aussi. Je travaillais à Sainte-Anne en même temps. Et puis, les dernières années, j'ai travaillé dans une PASS. Alors, les gens de ma génération se marrent quand je dis ça, parce que pour eux, les PASS, ça veut dire tout, ça se comprend. Mais les jeunes, ça ne veut pas dire rire du tout, donc je crois que la culture a changé. Soins santé, c'est moche en plus, soins santé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, où viennent les gens qui n'ont pas de droits sociaux, c'est-à-dire beaucoup, 99,9% des migrants. Et là, ils viennent de me virer pour cause d'âge, l'assistance publique à 70 balais, paf. C'est complètement idiot, parce qu'avant c'était 72. Je pense qu'il doit y avoir un petit technocrate qui doit essayer de faire des économies partout. Pourtant, je leur coûtais vraiment pas cher. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, le fait d'être parti comme ça, d'avoir suivi ces méandres entre ce qui me semblait à la marge, la grande précarité à une époque, les migrants à une époque, de voir à quel point cette marge est devenue le centre, est quelque chose qui est drôlement intéressant, dont on va parler ensemble, je pense. Et puis, ce que j'ai appris beaucoup, voilà. Et puis, par ailleurs, j'ai continué à travailler en cabinet avec des adolescents. C'est pour ça que je me suis intéressée à d'autres questions. En me retournant sur le passé, comme ça, je me suis rendu compte que j'ai toujours travaillé, on en parlait tout à l'heure, sans m'en être rendu compte, sans doute grâce à mon passé de médecin, toujours en lien avec des questions qui avaient trait au corps, que ce soit les grandes anorexiques, que ce soit la grande précarité, que ce soit les syndromes post-traumatiques des migrants, que ce soit aujourd'hui les gamines qui veulent changer de sexe comme on change de pull. Je travaille là-dessus aussi, c'est pas le sujet d'ici. Encore que un certain nombre vous rejoignent la précarité à un moment donné. Si c'est... Voilà, donc on pourra, si vous voulez, ça vous intéresse, on pourra faire un tout petit truc là-dessus, mais c'est pas le sujet tout à fait du jour. Et puis, voilà. Et puis maintenant, je fais des supervisions d'équipe dans les institutions pour l'enfance. J'en ai toujours fait. Et là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est problématique quand on déjeune avant, c'est qu'on dit plein de choses avant qu'il faut répéter. Mais je répète, c'est que en fait, il me semble avoir vu, depuis que je suis psychiatre et que je me balade comme ça, à quel point la psychiatrie n'est pas là où elle devrait être, où elle aurait pu être là, à quel point il y a des défaillances majeures, notamment dans la pédopsychiatrie et dans l'assistance aux enfants les plus fragiles. Donc pour ça que je suis toujours très contente de venir voir des gens qui ont compris que la clinique, c'est vous tous ici ensemble. C'est rare, je peux vous dire, de voir tous ces métiers ensemble réunis. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va dans le mur, quoi. Voilà. Et donc merci de m'accueillir, parce que voilà. Alors, les questions qu'on me posait, par exemple, quand j'ai écrit, avant que j'écrive ce livre, c'est même pour ça que je l'ai écrit, on me posait toujours deux questions. Je pense que ça a changé depuis quand même. C'était, est-ce que les gens qui arrivent à la rue, ils étaient fous avant, ou est-ce que c'est la rue qui les a fait devenir fous? Je ne sais pas si c'est des questions encore actuelles ici. Et puis, voilà. Alors, cette question-là, je ne savais pas comment la prendre. D'abord, je dis, il, c'est qui? Parce que pourquoi est-ce qu'on généraliserait sur les SDF, qui est un acronyme fort laid, qui ne veut pas dire grand-chose? Et puis, il y a autant de particularités que de situations. Donc, ce il, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, c'était au moment de la fermeture massive des hôpitaux psychiatriques, mais qui n'avait pas été fait dans un but utopique, mais dans un but purement économique.
Et donc, parmi les gens qu'on voyait, c'est Paris, hein, c'est Paris, c'est une masse. Il y avait aussi bien effectivement des sortants d'hôpitaux psychiatriques. Et comme je l'ai dit joliment à un moment donné, je m'accorde des traits de joliesse, mais il y en a peu, vous inquiétez pas. On n'imagine pas une manifestation de psychotiques sous les murs du ministère de la Santé disant « rendez-nous nos lits d'asile ». Donc les psychotiques, ils ont fait un truc intéressant, les grands psychotiques, qui m'a fait rire, que je trouve intelligent. On aurait fait pareil si on était à leur place. Et c'est ce qu'on continue à voir, mais de façon moins drôle aujourd'hui avec certains adolescents. Ils sont sortis du diagnostic, ils sont auto-sortis du diagnostic psychotique pour prendre l'acronyme SDF, qui est quand même plus... hein. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi dans des rencontres comme on a aujourd'hui des psychanalystes qui font des séances gratuites dans des lieux à Paris, dans le 13e, qui étaient bien, qui s'attendaient à avoir beaucoup de psychotiques, mais en fait qui se sont retrouvés avec des SDF. Je dis oui, mais c'est... hein. Donc c'est intéressant, ces changements comment on pourrait dire, d'appellation, d'auto-appellation en fait, en tout cas. Et donc parmi les gens que je voyais à l'époque, il y avait donc tous ces gens qui sortaient des hôpitaux psychiatriques qui étaient des grands délires, mais des grands délires non traités par les neuroleptiques. Donc c'est le lieu où vous pouvez apprendre la psychiatrie du 19e ou du début 20e d'avant les neuroleptiques, hein, avec des antennes, avec des trucs, des voix et tout, qui étaient en général plutôt bien tolérés par le voisinage parce que pas dangereux. Et puis qui ne voulaient plus entendre parler du retour à l'hôpital, des médicaments, de l'asile, et qui étaient là. On en voit moins de ces figures historiques, soit qu'ils sont morts depuis, soit que on en voit moins, soit qu'ils ont été traités par les neuroleptiques. On en voit moins. Hein. Ou alors ils sont masqués par le... Il y a un deuxième micro ici. Ou alors d'autres font écran. Il y a des commandes sociales qui font écran à ces grandes figures. De nouveau, ils disparaissent dans la morosité de la ville, la grisaille. C'est très étonnant hein, comme ils disparaissent, même physiquement. Hein. On a l'impression de... Et puis, donc, il y avait ces grandes figures de la psychiatrie historique. Et puis, il y avait toute la désocialisation économique. Donc, j'avais fait un petit historique. Il y a quand même des gens qui ont écrit beaucoup hein, sur ce trajet comme ça. Les premiers, c'était des hommes seuls qui venaient beaucoup des régions du Nord, avec la fermeture des grandes usines, Sochaux, Peugeot. En général, à l'époque, le chômage, c'était la honte. Et alcool, séparation, fuite. C'était beaucoup donc des hommes seuls, assez jeunes, alcoolisés, très alcoolisés, qui venaient. Et puis après, il y a évidemment d'autres régions de la France, mais toujours souvent des hommes seuls. Et puis, moi, j'ai travaillé dans la rue de 96, 17 à 2007 à peu près. Et donc, j'ai vu arriver les femmes seules, ce qui était nouveau. Les femmes et les enfants aussi, étrangères, et puis les migrants après. Mais les femmes, ce qui m'a beaucoup frappé, je pense que ça reste valable, et aussi chez les migrants, c'est d'emblée, d'un point de vue psychiatrique et psychique, ou psychopathologique, les plus cassés que les hommes. Hein, avec des histoires de maltraitance enfantine, sexuelle, répétée sur plusieurs générations, vraiment de la grande misère féminine. Et puis, très alcoolisée, et comme vous le savez, mesdames, nos foies résistent moins bien à l'alcool que les messieurs, sauf le champagne. Et donc, effectivement, des lésions hépatiques, enfin, des tableaux effroyables, quoi. Et puis, il y avait donc tous les jeunes aussi. Alors, les jeunes, à l'époque, je pense qu'ils vont... C'est pas tout à fait les mêmes aujourd'hui, vous me direz si je me trompe. Beaucoup de jeunes avec des chiens, beaucoup de jeunes un peu à la marge. Et on disait de ces jeunes qu'ils ne voulaient pas d'accueil aux soins et tout. C'est pas vrai. Ils venaient, mais c'est nous qui ne savions pas nous adapter, j'allais dire nous adopter, mais c'est presque ça, nous adapter à des configurations particulières sur une forme de souplesse, que ce soit la question des chiens, mais pas que, même la question de... Beaucoup étaient quand même beaucoup pris dans la question des toxicomanies, qui elles aussi sont toujours d'actualité, qui ont changé de forme, les toxicomanies, je pense, on pourra en reparler. Et puis, voilà, c'est à peu près les grandes figures, hein, je crois. Et puis, il y a la dimension massive qui s'est amplifiée, des configurations internes dans le monde de la grande exclusion qui se passaient pas très bien entre les SDF bien de chez nous qui voyaient arriver les migrants comme des concurrents très très nets, et au sein des étrangers,
des rivalités internationales et ethniques. Et tout ça, alors effectivement, c'est très intéressant ce que vous disiez, l'invisibilité. C'est-à-dire que maintenant, on voit beaucoup plus les migrants dans les rues de Paris qu'on le voyait avant les SDF. Et quand je vois un SDF occidental, je suis presque surprise. Il y en a de plus en plus, ça revient. C'est comme des vagues, hein. C'est très impressionnant. Voilà. Et donc, était-il fou avant ou était-il fou après? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire la folie. Je ne sais pas qui c'est il. Je ne sais pas ce que ça veut dire avant ni après. Alors pendant ce temps-là, j'avais de quoi écrire un bouquin avec une question comme ça. Et le livre, c'était de dire qui étaient ces gens avant, comment on arrive dans la rue. Parce que les gens me disaient, j'entendais des parents qui disaient à l'époque, si tu ne travailles pas à l'école, regarde, tu seras comme celui, tu seras SDF et tout. Et moi, je disais, non, il faut quand même un certain CV pour arriver dans la rue. Je suis plus sûre que ce soit vrai parce que la descente était de plus en plus rapide. Mais quand même, cette menace, je l'ai entendu souvent dire dans la bouche des parents à l'époque, plus maintenant, je crois. Une espèce de figure monstrueuse montrée comme objet de punition. Et donc les gens qui étaient dans la rue à cette époque, il y avait quand même souvent un grand passif psychique, psychodynamique, individuel, familial et parfois intergénérationnel. Et il y avait, comme vous le savez sans doute tous, une surreprésentation à l'époque des enfants de l'ex-DAS et ASE, ce qui fait qu'à force de crier là-dessus, il y a une toute petite amélioration quand même avec le temps. C'est que par exemple, les enfants qui à 18 ans on mettait dehors alors qu'ils avaient déjà vécu multi-séparation, et que nous on ne met pas un enfant dehors à 18 ans sous prétexte que c'est la majorité, c'est ce qui se passait à l'ASE. Oui, ou l'autre. C'est ce qui se passe. Ça continue, là. Ça continue Le encore. contrat jeune majeur n'existe plus, ou il est très très limité. C'est-à-dire qu'il y a eu, oui, donc Valérie Muller, il y a eu le contrat jeune majeur qui effectivement permettait d'aller jusqu'à 21 ans, mais là depuis quelques années, il ne se renouvelle plus, ou très d'un mois ou deux. Voilà, et encore, je pense que les éducateurs, il faut qu'ils donnent un certain nombre de garanties pour que ça se signe. Donc à 18 ans, ils sont dehors. Hein. Ouais. La situation est totalement variable selon les lieux. Il faut vous bagarrer à fond. Bah oui. Faut vous Ils bagarrer. essayent. Parce que c'est du carnage. Aujourd'hui, quelle famille autonomiserait complètement son enfant de 18 ans? A fortiori, des enfants au parcours très compliqué, chaotique, traumatique. Penser qu'à 18 ans, ils sont totalement autonomes, c'est juste un crime de le penser comme ça. Bagarrer parce qu'il y a plein de gens qui ont réussi quand même à Paris, dans ces gros machins gigantesques, ça bougeote. Ça bouge, donc je pense qu'il faut voir les ARS, les HAS, tous ces gens-là. Oui. Donc on pourrait dire qu'à Paris, ils y sont arrivés. Voilà. C'est ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit général. Mais... Alors, moi, ma rencontre avec quand je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre d'avoir été très utile, c'est quand même l'ébahissement. Hein. Il y a la question du corps, la question des odeurs, la question des rencontres, la question de l'alcool. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai inventé, alors aidé par Xavier Emmanueli aussi, qui posait des questions très pertinentes, comme il avait beaucoup travaillé, il m'avait posé 2 questions. Pourquoi est-ce que dans ton truc qu'il avait créé à Nanterre, pourquoi est-ce que les gens ne se regardent jamais dans le miroir? J'ai retenu cette question. Et la deuxième question, c'est pourquoi, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours encore, puisqu'il y avait une dimension médicale au SAMU social, il y avait des gens qui avaient des ulcères de variqueux, mais monstrueux, hein, avec des petites bêtes partout, hyper creux et tout. Et comment se fait-il que ces gens n'expriment plus de douleur? Donc j'ai bien réfléchi à ces 2 questions. J'ai fini par trouver des réponses en cherchant, réfléchissant, en me renseignant aussi. Et sur la première question, je fais au fur et à mesure comme ça. Hein, Oui, vas-y. La question du miroir, parce que c'est effectivement le contraire. Il reconnaissait des enfants, il y avait des jeunes, des anciens psychotiques, des anciens autistes qui eux étaient scotchés complètement au miroir. Et cela, c'est un peu la clinique qu'on peut tous avoir connue dans cette clinique de grande carence, c'est que il faut encore pouvoir exister à l'autre et au monde pour pouvoir se dévisager soi-même. Et c'est ça qui explique d'ailleurs la grande difficulté qu'on a dans les logements quand on les reloge, et qu'ils ne sont pas du tout prêts encore à habiter un espace à soi, même de rentrer dans une salle de bain, de se regarder et d'avoir un corps propre au sens propre du terme, au sens propre et littéral d'ailleurs. La première photo d'identité, Oui.
Moi, je me souviens, alors qu'à l'époque où je faisais du travail de rue, ça fait maintenant 10 ans que je n'en fais plus, mais j'en ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années. Et quand il fallait rétablir les droits et donc refaire des dossiers de carte d'identité, etc. Eh bien, vous savez, la plus grande difficulté, c'était d'obtenir les actes de naissance, et l'autre, c'était de faire la photo d'identité. Et alors, la photo d'identité, à chaque fois, ça se dérobait, et le jour où il voit la photo d'identité, le type voit sa photo d'identité, il se rend compte du désastre, quoi. Combien ça a touché le visage. Oui, et d'ailleurs, ce désastre-là, ça m'a souvent été évoqué dans le refus d'aller dans les centres d'hébergement. Oui. Hein, parce que là, il voit plein d'autres lui-même, et que se confronter à soi-même, c'est insupportable. C'est comme le refus pour certains patients de rentrer ici et de se retrouver dans l'image d'autrui, d'autrui malade. Bien sûr. Donc voilà, bon, je crois qu'on a tous compris de quoi on parle. C'est la question de l'image, là, de soi-même, qui n'est pas intériorisée. Alors, ça pouvait être chez certains depuis l'enfance, hein, parce qu'il y avait beaucoup de maltraitance infantile parmi ceux que je voyais. Et parmi les anciens enfants de la DAS et de l'ASE, ça on fera un petit point là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même particulièrement intéressant. Ça m'a donné... Donc moi, quand je ne comprenais pas, puisque c'était très empirique, ben, j'allais voir des gens. Et un jour, j'ai reçu une béquille dans la figure. J'ai reçu un jour une claque et un jour une béquille. La claque, c'était avec psychotique. C'était avec moi. Je racontais. Je n'avais rien fait. J'étais dans le métro avec une psychotique du service. Elle s'est retournée. Elle m'a dit, oh chouette, c'est la première fois qu'un patient peut donner une claque à une psychiatre. Et je me dis, moi, c'est un peu surprise. Et là, j'ai reçu une béquille. Ça arrive souvent que les psychiatres donnent des claques. Oui, j'ai payé la claque. Et là, c'était une petite de 18-20 ans. J'avais dû lui poser sans doute pour la énième fois, une question que tout le monde avait dû lui poser avant, parce que ça, on sous-estime. Qui en ont marre des questions qu'on leur pose tous. Hein. Et donc, je me suis tapé la béquille en pleine poire, comme ça. Bon. Et puis, je me suis intéressée à qui était cette jeune fille. Alors, et ça pose aussi la question du diagnostic. 18 familles d'accueil. Diagnostic suffisant. Hein. Donc les liens d'attachement. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, mais on crée aussi des folies institutionnelles, largement. Hein. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce que ça donne comme psychopathologie? Je ne sais même pas si ça rentre dans nos façons de lire habituellement. C'est pour ça que je ne me suis pas foulée. Hein. J'ai inventé une clinique ASIF, comme si. C'est-à-dire ça ressemble à de la psychose, mais c'est une clinique de la rage, donc du débordement, de la pulsion, comme ça, mais c'est plus difficile après à cadrer, parce qu'elles n'ont connu, je dirais c'est une fille, mais ils n'ont connu que ça, ce désagrégation. Donc comment voulez-vous après que quelque chose au niveau d'une stabilité puisse être vécu comme non agressif presque, hein. Donc c'est très difficile. Ou alors il faut une temporalité extraordinairement longue, patiente, et avec la dimension d'un transfert qui effectivement est mis à mal avec tous les changements, soit de professionnel, soit de lieu, soit de... Voilà. Et donc j'ai inventé à ce moment-là, avant d'arriver au point numéro 2, une clinique de la... Puisqu'on me demandait tout le temps ce qui s'était fou avant, une clinique de la désocialisation, dans laquelle je le disais, c'est une clinique de la perte des repères fondamentaux. La temporalité, nous, on est dans une temporalité dans laquelle se nouent spontanément le passé, le présent et le futur, à laquelle se substitue pour les gens de la rue très vite une clinique de temporalité présente excitatoire, toujours le présent éternisé, avec rythmé par oui, je vais dormir, comme ça. L'espace, alors c'est-à-dire que ce qui pour nous fait lieu, y compris l'intimité, dans un lieu où on sait où les toilettes et machin, les trucs, peu à peu se désagrège et ça devient soit un espace commun qui est refusé. Je m'étais intéressée au fait qu'il refusait souvent. Et puis qui, dans le cas le plus extrême, va jusqu'à être un espace réduit à ses pieds dans le sol. C'est pour ça que j'ai inventé un mot, ça y est, il est passé, je suis très fière de moi, qui est l'asphaltisation. Oui, c'est très intéressant. Hein, ben c'est tu peux peut-être préciser un peu ce que... Hein? Le terme que vous... Asphaltisation.
Asphaltisation. Asphalte. Asphalte. Ouais, le sol, le goudron. C'est-à-dire quand on faisait ces visites dans la rue et qu'on voit des tas comme ça, une couverture, on ne sait plus s'il y a quelqu'un ou personne, ou si c'est inerte ou c'est quelqu'un. Puis tout d'un coup, on voit un pied bouger, on se dit, ah, il y a quelqu'un. Et que ce quelqu'un en question, il a établi son seul réseau qui lui reste, d'ailleurs parfois personnalisé. Hein. Parfois c'est dans un quartier où il a pu vivre enfant, enfin, il y a des choses. Il ne veut pas bouger de cet endroit-là, où il ou elle. Et puis il y a tel commerçant, il y a une espèce de petit... Elle a fait sa psychothérapie institutionnelle à sa façon, on va dire, mais à minima. Et elle ne bouge pas de ce petit carré d'asphalte. Et donc j'ai appelé ça asphaltisation, mais il est clair que ça pose aussi la question du diagnostic différentiel avec la mélancolie. Donc on est toujours dans cette question de... C'est aussi ceux qui vivaient avant, maintenant ça n'existe plus, parce qu'on s'est rendu compte du côté délétère, les parkings. Les gens qui avant vivaient sans qu'il n'y ait plus de notion de jour et de nuit, d'ailleurs c'est un truc de torture, hein, connu. Là c'est totalement délétère. Je crois que du coup il y a sans doute des gens qui vivent encore dans des parkings cachés, mais pas très longtemps. J'avais une question à te poser à propos justement de l'asphaltisation. Est-ce que c'est pas l'exact contraire finalement du sol porteur et de la fonction phorique? C'est-à-dire des gens à qui il a manqué un support premier. Et je crois d'ailleurs que c'est pas forcément que ça soit intrafamilial, soit qu'effectivement le sol se soit dérobé sous leurs pieds à un moment donné dans l'existence. Et est-ce que c'est pas l'exact contraire, effectivement, ce fait de se souder au sol comme ça, et que ça soit plus un sol porteur, mais un sol dans lequel on se fond comme dans un cartoon? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser de ce côté-là? Le contraire de la fonction phorique? Ben oui, tout à fait. Mais si je reprends ça dans le cadre de cette clinique de la désocialisation, là, dont je vous parlais, ça répondra à ça indirectement, c'est perte de la notion de temps. Ça se perd à peu près au bout de 6 mois. Perte de la notion d'espace, et comme vous le savez aussi bien que moi, temporo-spatial, c'est lié. Et perte de la notion de l'altérité et du langage aussi, petit à petit, mais ça devient petit à petit un langage codé aussi. Hein. Ils savent très bien, on apprend, on serait pareil. Hein. Comment parler au psychiatre, à l'assistante sociale, au machin, hein, pour avoir accès à perte de... Je me souviens... Je me souviens que quand on abordait comme ça des grands précaires, quand ce n'était pas le mutisme, quand ils se mettaient à parler, ils tout sautaient. Ils tout sautaient avant de pouvoir parler. Même les mots, les mots étaient tous sautés avant d'être prononcés. Je me souviens de ça. Et ça va nous amener justement alors, dans cette clinique privative, hein, le temps, l'espace, l'altérité, le langage, donc le sentiment d'utilité sociale, dont on ne parle pas assez. Oui. Mais je pense que pour moi, c'est presque le plus important. Ça va avec... c'est le fait de ne plus se sentir dans l'altérité et dans la réciprocité humaine. Je pense que c'est un dommage irréparable parfois, et qui engendre de la haine, possiblement. Et s'ajoute à cette clinique privative, à l'opposé, le produit, l'alcool, le toxique, comme une espèce de condition nécessaire. Il y en a qui réussissent à survivre dans la rue sans boire, c'est souvent des psychotiques, parce qu'ils sont occupés par autre chose. Mais sinon, c'est... Pour les plus isolés aussi. Oui. Mais, voilà. Et donc tout ça m'a amené à répondre, si on peut répondre à cette deuxième question de comment se fait-il qu'ils n'expriment plus de douleur? C'est-à-dire qu'effectivement, et là ça me fait penser aussi à la clinique des enfants, des petits-enfants très carencés. Vous savez, il y avait eu l'histoire dans les orphelinats en Roumanie d'enfants qui avaient été complètement carencés et qu'on avait pris pour des enfants autistes. Et puis dès qu'on on a eu le temps, pour ceux pour lesquels c'était encore possible de les récupérer affectivement, ils sont redevenus normaux, entre guillemets. Et c'est cette dimension de l'appel, c'est-à-dire qu'un enfant, mais un adulte aussi manifestement, il appelle. Et si personne ne vient, au bout d'un certain temps que je ne connais pas, l'enfant va chercher en lui des repères pour vérifier qu'il existe bien. Le réflexe de déglutition, se toucher comme ça, se faire du mal, même pour les mouvements. Et puis, au bout d'un Xème temps que je ne sais pas non plus chiffrer, c'est une forme de mort psychique, d'abandon, et donc aussi de mort physique. Donc il n'y a plus d'appel, puisqu'il n'y a plus rien.
Et je pense que dans ces grandes lésions, de ces grands exclus, je pense que ça existe moins parce que quand même on les repère vite et on s'en occupe. Je pense que donc c'est une clinique un peu ancienne. Il y avait ce processus. Sauf que la lésion, elle continue. Et donc j'ai vérifié au niveau neurologie, parce que quand même ça faisait un peu psycho ce que je disais. Et j'ai vérifié, j'ai même demandé à des neurologues qui m'ont dit qu'effectivement les systèmes de la douleur, du système de la douleur proprioceptif, nociceptif et tout, peuvent se mettre effectivement ouais. On est spécialiste de la douleur dans la salle. Oui, vrai, donc. Hein. Voilà, donc. Voilà une des réponses, mais je pense que tout de même, même si ça revient, même s'il y a de nouveau plein de gens, tout ça c'est connu quand même un petit peu maintenant et que. Je ne sais pas si vous travaillez avec des médecins ici, mais voilà, on repère quand même plus facilement les choses. Sur la psychopathologie, de ce que j'avais pu percevoir à l'époque, donc il y avait tous ces grands psychotiques, anciens psychotiques, délirants chroniques, des psychoses hallucinatoires chroniques, tout ça. Mais bon. Il y avait des jeunes entrant dans la psychose aussi, des jeunes schizophrènes, beaucoup, mélangés à la question de la drogue ou pas. Et il y avait aussi des chutes dans la mélancolie, c'est-à-dire qu'il y avait des pilotes d'avion, il y avait des gens des gens bien acérés socialement, qui à l'occasion d'une rupture extraordinairement destructrice, pour plein de raisons, tombent, lâchent tout. Je ne sais pas si c'est toujours autant d'actualité, mais c'est très impressionnant, hein, tombent. Et comme si la rue était finalement le seul recours au suicide, face à l'idée du suicide. Donc encore quelque chose qui... Non ? On va changer de micro, il paraît. Oui. Je crois que justement la question la question du suicide n'est plus là. Ben oui, dans la mélancolie, elle est plus là. Oui, voilà. Mais je dis que ceux qui, à un moment donné, avant qu'ils n'arrivent à la rue, oui. on va peut-être pas raconter là-dessus parce que c'est un peu glauque, mais je pense qu'ils pensent que dans la rue, il y a une pulsion encore de vie qui est là et qui les empêche peut-être le passage à l'acte. Voilà. Hein? Il y a quand même la déambulation du corps. Voilà. Donc il faut arriver quand même à tenir. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. Ça peut être intéressant. Effectivement, il y a une lutte contre la mélancolie qui peut s'exprimer, tandis qu'effectivement, c'est des zones, effectivement, comme tu dis, un peu glauques. Mais c'est ces personnes-là, ces points-là, quand même, ils arrivent à ces points-là que nous accueillons. C'est une clinique du négatif. Du négatif, oui, monsieur. Si je comprends. Prenez un micro. Merci. Si je comprends bien, madame, vous avez voulu dire par les derniers propos que la rue serait le dernier recours contre le suicide. Juste dans certains de ces cas extrêmes. Ah. Hein, juste, ouais. Comme Bien s'ils sûr, venaient bien chercher sûr. dans... Le besoin de resocialisation qui serait peut-être pas évident, mais qui serait donc inconscient peut-être. Oui, mais même pas resocialisation, je crois. Le corps qui bouge, comme vous disiez tout à l'heure. C'est même avant la resocialisation, une déambulation. Mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Puis on ne peut pas généraliser à partir d'une ou deux situations, c'est toujours complexe. Bien sûr, c'est au cas par cas. Une désespérance profonde et en même temps quelque chose qui reste. Je vais marcher dans les rues. Mais rappelez-moi comment comprendre le mot mélancolie, s'il vous plaît. Au sens psychiatrique, c'est-à-dire le moment où effectivement l'être humain se désagrège tellement à lui-même dans un abandon de soi-même qu'il n'est même plus capable de dire je vais mal, je veux, entre guillemets, me suicider, par exemple. Il n'y a plus de jeu qui tienne, c'est le corps à l'abandon qui l'entraîne vers une absence de parole, une dissémination de son être. Ça vous va comme définition? C'est au-delà de la dépression. Bien sûr, bien sûr. Hein? Merci. Oui. Annie, Moi, dans la mélancolie, l'idée que je me faisais de leur suicide... prends un micro peut-être. Dans la mélancolie, l'idée que je me faisais de leur suicide, je pense toujours, c'est la défenestration, c'est-à-dire la chute comme ça en tant qu'objet. Or là, ils sont déjà dans la rue, ils sont déjà arrivés en bas. Je réponds pas. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en faire cliniquement, mais bon, il n'y a pas eu cette chute-là. Ils sont mélancoliques, hein, certainement. Et donc, sinon, au niveau clinique, il y avait beaucoup de cette clinique, je sais qu'elle est controversée, mais qui me semble tout de même une vraie clinique
à laquelle nous sommes confrontés avec des jeunes, et pas que des jeunes, qui est la clinique borderline, des états limites, des états à la limite. Et comment les Canadiens ils appellent ça, les psychoses ordinaires. Moi, je trouve que c'est déjà... Notre centre de jour est rempli d'états limites qui n'existent pas. Voilà. Effectivement, la doxa disait que les états limites n'existaient pas, mais nous en avons rencontré beaucoup. Et effectivement, nous en rencontrons de plus en plus. Donc ça pose une vraie question. Nouvelle structure. Pas de nouvelle structure, mais simplement d'assouplir la doxa, parce qu'il faut effectivement reconnaître qu'on a énormément de jeunes et de moins jeunes qui viennent, qui sont par moments névrosés, par moments psychotiques, par moments ils n'arrivent même pas à délirer, ils sont là. Et on a bien du mal à... Alors certains sont dans la rue, certains circulent entre la rue et la psychiatrie, la rue et les services sociaux. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, cette clinique des bords, qui me paraît... Non, je dis nouvelle structure parce que je pense que par rapport aux classifications psychiatriques et psychanalytiques d'il y a 50 ans, c'était pas du tout aussi fréquent. Alors maintenant, cette clinique des bords, comme tu dis très justement... Je reprends le terme mais c'est très bien. À propos de Winnicott. Il avait appelé ça clinique des bords en reprenant effectivement l'expression de Winnicott. Alors ça m'amène à moi, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à penser dans tout ça, dans ce bordel de non-bord, de qu'est-ce qu'on fait en face, comment on est, ils en avaient marre, quoi. Ils ont vu je sais pas combien de gens d'intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, c'était ça ma question, quand est-ce que moi je serais... voilà. Donc il y a... la personne qui m'a aidée, c'est un sociologue qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Zygmunt Bauman. Ouais. Et sur ça, en gros, c'est un type qui est né en Russie, en URSS, hein, donc il a vu ce que c'était que l'institutionnel vertical, qui a vécu toute sa vie en Grande-Bretagne et qui a inventé une sémiologie du liquide, comme ça, qui a vu un monde arriver, et nous y sommes, sur le moment où tout ce qui était vertical... la loi même aussi, enfin, les institutions, la généalogie, tout ça, allait être remplacé peu à peu par les ancrages. On jette son encre là, et puis on va ailleurs, et puis voilà. Et il est vrai que certains de ces SDF annonçaient déjà c'est pas qu'un problème social, même si ça l'est évidemment en grande partie, mais pas que. Et puis qu'avec les migrants, j'ai retrouvé ça, avec certains qui partaient sans savoir où. Il me semble que les formes de migration ont aussi changé. C'est-à-dire qu'il y a moins l'idée qui pouvait préexister dans le début du XXe siècle. On va dans un pays sur lequel... Il y a toujours l'idée d'aller dans un pays où il y a de la famille et des amis, ça ne bouge pas. Mais il y avait aussi un rêve sur le pays d'accueil, qui me semble sans doute exister toujours, mais avec les jeunes que j'ai pu rencontrer, ça ne me semble pas si présent que ça. C'est plutôt, on va là où le smartphone va vous nous dicter d'aller parce qu'il y a de la place, et le monde est devenu un village numérique. Il y a moins cette espèce de destination précise, et c'est là où je pense que Zygmunt Bauman m'a aidé, c'est-à-dire que tout est interchangeable. Et effectivement, dans un monde sans bord, les structures sans bord, elles aussi, elles fleurissent. Alors, est-ce qu'elles vont rester? Mais même au cabinet, des jeunes, c'est les plus fatigants dans nos métiers, hein, parce qu'il faut développer, moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas, une imagination sans bord, si je puis dire, pour tenir le coup en face et pas répéter les mêmes salades que tout le monde et uniquement dire on va augmenter les médicaments. Mais à partir du moment où il y a une présence humaine qui fait face et qui fait front, il y a quelque chose qui peut parfois advenir, mais sur une durée parfois très éprouvante, très intéressant, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'imagination. Et je pense que ce sont des nouvelles cliniques, entre guillemets, qui justement demandent ce type de travail que vous faites ici. Parce que... Ce que tu dis, pour reprendre, ça paraît quand même très important parce que ça a été le point de départ pour nous et ça constitue un point qui nous tient, c'est qu'on ne peut pas penser la clinique en dehors de son inscription dans le sociopolitique. Et effectivement, la manière dont la société s'est décomposée, recomposée, et actuellement, effectivement, quand la marge devient le centre, hein, quand l'exception devient la règle, quand on se retrouve effectivement avec cette massivité des gens dans la rue, avec ce qui est en train de se passer, ça ne va pas s'arranger. La clinique se modifie, et puis selon les dispositifs effectivement que nous construisons et avec lesquels nous accueillons. Et ça, c'est extrêmement, je trouve, précieux d'entendre que cet aspect-là, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on observait les gens dans l'asile et qu'on construit une sémiologie, on avait quelque chose. Quand on les a vus à l'HP, ancienne manière, il y a 50 ans peut-être, bon, c'était autre. Et là, quand on les voit, quand on voit des personnes qui viennent consulter, pour la plupart librement, ou qui viennent dans un temps d'errance
fracturer un peu les limites du centre de jour, avec leurs chiens, avec leurs compagnes, avec leurs copains drogués, et qu'on a au port du centre de jour toute une bande de dealers, et qu'on ne sait pas comment faire, et ça rentre, ça sort, et je pense que tous les organismes sociaux connaissent ça. Bon, on a en permanence des personnes qui sont au bord. On ne sait pas s'ils sont au bord aussi de la psychose et puis de la limite. Et je trouve que c'est vraiment une clinique socialement actuelle. Absolument, mais qui est prise vraiment dans cette temporalité. Totalement, mais elle déborde partout, dans les écoles, les lycées, partout. Hein. Et donc c'est pour ça que c'est un dispositif pluriprofessionnel, mais me semble fondamentaux, parce que sinon c'est des transferts épuisants, des contre-transferts encore plus épuisants. Et c'est ce que je disais, je l'ai souvent dit, mais le travail qu'on fait là, c'est du partage des impuissances parfois. Et le fait de pouvoir être plusieurs, partage des impuissances. Et le fait de pouvoir discuter. En plus, dans la précarité, moi, ce qui m'a souvent gênée, c'est que les gens s'approprient, surtout les bénévoles parfois. Il faudra couper ça. C'est plus compliqué au milieu d'enregistrement. Couper tout. Disons qu'il peut y avoir une propension chez des gens qui ne sont pas formés et qui veulent faire le bien et qui, au nom du bien, s'engagent à venir travailler pour faire le bien, à vouloir que ce soit absolument du tout bien qui résulte. Et du coup, il y a un tel forçage que ça peut mal se passer et que ça génère après une amertume, du ressentiment et de la haine. Voilà, là, ça, c'est plus clair ce que je dis. C'est important. Je crois, hein. Mais et que donc le partage des impuissances, c'est quand on se met tous autour d'une table et qu'on arrête de parler de son domicile, parce qu'il y a une appropriation des gens dans le précaire aussi, comme si on s'appropriait plus, ce qu'on ne fait pas dans le privé avec des gens socialement établis. Donc pourquoi on s'approprierait les gens qui vivent de rien? Et donc se mettre autour d'une table, parler du partage des impuissances, eh bien, à ma grande surprise, j'ai vu, je ne sais pas si on peut généraliser, mais que parfois, rien que le fait d'en avoir parlé, nous-mêmes, on doit avoir des petits positionnements de corps, des hochements de tête différents quand on croise les personnes, mais que ça induit des modifications. Tout à fait. Hein? Vous l'avez vérifié? Alors, c'est toute la difficulté, de cette clinique. Ça veut dire que, comme vous venez de présenter les choses, on peut rester très descriptif sur le phénomène, la description de la personne sans domicile, de son parcours, de machin, et comment ça se désagrège dans le lien social, comment ça se désagrège dans son lien familial vis-à-vis de lui-même, et comment il se psychose et se tistise, je sais pas comment, voilà. Comment il se replie de plus en plus. Ce qu'on appelait mélancolie tout à l'heure, c'est en effet c'est ce repli de plus en plus au plus près de sa propre survie, quoi. On en est là, une survie qui n'est pas la vie, qui est une sorte de suspens entre vie et mort, voilà. Mais un autre aspect de la clinique, c'est la clinique de la relation qui s'établit entre les bénévoles et ces personnes précarisées, entre les travailleurs sociaux et les personnes précarisées, entre le psy et les personnes précarisées, et que quelquefois on est confronté à une absence de mots, et que ce qui vient, ce sont les éprouvés de ceux qui font le travail. Et travailler, et je pense que pour moi ça a été la partie la plus délicate et la plus compliquée, c'est de travailler, c'est-à-dire que quand on fait ce travail sur la grande précarité, à un moment, on ne sait pas jusqu'à quel point on a quitté nos repères de refoulés du 20e, 21e siècle, et qu'on travaille à un niveau qui est même en deçà du refoulement, qui est en deçà du langage, et donc qui fonctionne sur des éprouvés, des intuitions, des angoisses, à un niveau archaïque qu'on avait pensé clôturer pour toujours, et que là, qui se rouvre, et on est dans un transfert, alors je reprends le mot de Lucien Mélez, un transfert catastrophe, un état contre-transférentiel qui, alors, moi quand je faisais ce travail, j'étais en analyse, et mon analyste, très informé du transfert psychotique,
j'avais des rêves, j'avais des éprouvés, je tombais malade, mais il y avait aussi la même chose qui se passait avec les éducatrices, les assistantes sociales, les administrateurs du CCAS, enfin, etc. Et donc, c'était quand même à la fois, il y avait une sorte d'excitation en contrepoint, et il y avait aussi le désarroi. Le désarroi que celui-là, il était resté dans la rue pendant qu'on rentrait chez soi, etc. Et que c'était l'hiver, et que de toute façon, il ne voulait pas bouger, on ne pouvait rien y faire. Il pouvait soit mourir de froid, voilà. Bon. Et même si on y allait plusieurs fois dans la semaine, bon, moi j'y allais une fois, mais l'éducatrice y allait 2 fois, machin, etc. Ou quand on arrivait à leur faire franchir le seuil du CCAS, ou quand on arrivait à leur faire franchir le seuil de l'hébergement d'urgence, parce qu'il fallait les faire accéder jusque-là, puis ensuite les faire accéder à l'hôpital, travailler sur... c'est-à-dire que être soi-même, comment dire, le lieu où la clinique va pouvoir se penser, la clinique de... j'ai trouvé cet exercice très compliqué, et alors, autant entre nous, on pouvait en rendre compte, enfin, on pouvait s'en parler, autant en rendre compte aux institutions, c'est-à-dire que à la ville, entre nous, les travailleurs, nous qui faisions le travail, mais pouvoir en rendre compte à l'administration, ce passage-là n'est pas du tout évident, parce qu'il faut changer de discours. On est sur un autre registre de discours, et parler de précarité et de tous ces éprouvés-là, retraduire ça en termes entendables par des administrateurs, c'est un saut au-dessus du vide qu'on ne parvient pas toujours à faire. Voilà. Le discours serait inaudible devant l'administration. Si vous voulez, comment vous voulez parler à l'administration des intuitions et des choses que nous ressentions dans la proximité? Pour l'administration, c'est pas entendable. On est juste, c'est pas professionnel même. Vous comprenez? Alors que c'est des situations extrêmes, on ne peut être poussé qu'à... La compréhension ne serait pas évidente. Coupez sur le côté, coupez sur le côté. Voilà. En tout cas, ça montre aussi cette séparation occidentale entre le corps, la médecine somatique, les soins psychiques et le social. Et ça fait longtemps qu'on essaye de le dire, mais effectivement, ces patients-là, ils viennent nous dire pas de différenciation possible. Et donc les administrations, elles vont commencer à s'y mettre, mais je ne sais pas. Mais voilà. Donc la question, c'est même les termes, même le mot précarité, grande précarité. C'est quand même des termes religieux. Comment voilà. Et puis moi, j'ai vu arriver, mais je n'ai pas compris au début. Donner le mot précarité là. Précarius, prière, qui s'acquiert par la prière. Oui, je l'ai découvert dans ton livre. Précarité, c'est ce qui s'acquiert dans la prière. Et j'ai vu arriver aussi souffrance psychique. J'en avais plein la bouche, souffrance psychique. Ça arrivait, une espèce de banalisation comme ça, de trucs cotonneux comme ça. On voit bien à quel point ça... Et puis, voilà, maintenant c'est devenu au centre. Donc, c'est pas devenu au centre, mais c'est là. Ça cafouille moins, mais les hôpitaux psychiatriques font ce qu'ils peuvent. C'est très difficile. Les CHRS, tout ça. Alors, j'avais aussi participé à une étude qui s'appelait Samantha, une grande étude. Il n'y a pas mon nom ni celle de Alain Merkel, alors qu'on avait vraiment travaillé. C'était très intéressant. Elle est toujours en ligne, je crois, Samantha. C'était autour de Paris et autour de Paris. Qui était la population des SDF, c'était il y a 10-15 ans à peu près, qui était et où était-il? Eh bien, il y avait en gros, dans les CHRS, qui étaient normalement des structures destinées à sortir les gens vers le travail, qui évidemment sont embouteillés parce qu'il n'y avait pas de travail, et c'était des gens plutôt dépressifs, en fin de ligne d'espoir, quoi. Dans les centres d'urgence, d'hébergement d'urgence, où c'était soit des migrants, soit des gens qui passaient comme ça, c'était l'angoisse.
le princeps. Et puis il y avait les trucs chroniques où c'était les vieux schizophrènes. Donc il y avait une répartition comme ça, psychiatrique, en fonction des lieux, un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les symptômes, très intéressante. Et c'est là, à force de faire plusieurs fois des supervisions dans des équipes à Paris et extramuros, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme s'il y avait mine de rien une psychothérapie institutionnelle qui ne se connaît même pas elle-même, mais qui se remet un petit peu en place, mine de rien, de lieux sociaux en lieux sociaux, avec des petites inventivités qui à Paris semblent minimes par rapport à la foule, mais quand même qui existent. Et j'ai réussi à revoir le trajet comme ça, le trajet implicite, sauf que les gens ne le savent pas qu'ils font un super boulot. Et c'est ce que je disais dans cet article-là qui n'est pas devenu un livre. Je dis, on ne parle uniquement toujours que de ce qui ne va pas, on ne parle jamais de ce qui va en France. Et moi, la manière dont je reçois les migrants qui arrivent à La Paz, ils avaient des dossiers superbement faits, enfin, une dignité comme ça, on ne parle jamais de ce qui va. Oui, un petit mot au passage. On a également donc un article de Sylvie Casaman-Zucca, le syndrome de Dublin, l'errance mondialisée vue depuis une consultation de psychiatrie, à votre disposition. Donc on peut photocopier. Vous pouvez donc le trouver en vous adressant au secrétariat ici, qui est un article important, intéressant vraiment sur la question des migrants et de l'immigration. Alors, le livre est ancien, cet article est plus récent. Le livre il est ancien, mais il est d'une actualité totale, sauf que... Alors tu dis que... Moi, je trouve que ça s'est aggravé. Peut-être que là, à Paris, des dispositifs se sont arrangés. Ici, dans la rue, je trouve que quand même la question de la drogue a ravagé quand même et la psychiatrie et tous les gens dans la rue. C'est encore pire que l'alcool, et puis tout ce que nos patients prennent maintenant, deal. C'est gangstérisé. Les patients deviennent dealers, deviennent proxénètes. Ça, c'est quelque chose que vraiment, je n'avais pas imaginé, que des patients psychotiques se resocialisent en devenant proxénètes et dealers. Je n'imaginais pas du tout il y a 30 ans. Mais ça, c'est maintenant, voilà, ça existe. Et c'est difficile à supporter. Mais il faut, bon, on travaille quand même avec des défenses perverses. Des gens tiennent comme ça contre l'effondrement psychotique avec ces défenses. Ils sont même utilisés par les forces perverses, bien le savoir, hein, quand même, aussi. Mais bon, alors la perversion, ça fait un effet particulier sur nous, les soignants. Ça nous rend malades, somatiquement. Hein, ça vient nous atteindre comme ça. Alors le syndrome de Dublin, c'est ma deuxième truc que j'ai inventé aussi. C'est à force de voir des gens... vous avez compris ce que c'est sans que je le dise, hein, je crois. C'est des gens explique, parce que tout le monde n'est pas au courant de... Vous connaissez le règlement de Dublin, et donc les gens qui errent, et puis évidemment ils pointent, ils mettent leur... ils doivent être... Merci, oui, dans le pays où ils mettent le premier pied, c'est pas là où ils veulent aller. Et donc après, ils se retrouvent à aérer, à partir pour échapper à ce pays qui risque de les renvoyer dans le pays d'origine, même quand c'est l'Afghanistan, donc ils s'enfuient. Et là, ils doivent rester 18 mois, je ne sais pas si le temps a diminué un petit peu, avant de pouvoir se réinscrire dans une demande d'asile. Donc si ce n'est pas une formation, si ce n'est pas une fabrique de folie institutionnelle européenne, même les dirigeants s'en rendent compte. Hein. Donc on voit les gens arriver clandestinement à la consulte, qui sont... voilà, et donc je décris trop peu d'ailleurs ce que ça donne, le sentiment de déréalisation, de dépersonnalisation, de folie parfois, et de gens complètement à cran, alors que je ne dis pas que j'ai la solution, mais qu'en tout cas c'est délétère à un point, on crée une folie institutionnelle gestionnaire. Voilà, c'est ça que... donc ce qui a changé, c'est effectivement, moi je fais toujours attention parce que comme je suis plus dans la rue, j'ose pas dire ça va mieux, ça va pas mieux et tout, mais la clinique change non-stop, quoi. Hein, et donc là, c'est les toxicomanies, les drogues synthétiques inondées par de la Chine, qu'on voit dans les milieux, partout, aussi dans les lycées. Hein. Il y a donc les drogues, il y a, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La gangstérisation, les trucs mafieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça, nous? Donc, on va envoyer aux addictologues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner un médicament? Ils sont débordés par ça. Oui, ça le problème, c'est que c'est tellement... C'est-à-dire que le problème de l'addictologie aujourd'hui, c'est que ça va prendre en charge les cas légers. Mais cette massivité du crack, des choses comme ça... On ne sait pas le soigner. On ne sait pas. Et donc, ces patients-là se retrouvent avec des drogues bon marché, ce qu'on leur donne dans la rue,
Et voilà. Alors, Par contre, c'est important, je trouve, de prendre acte de cette limite que nous avons actuellement. Et puis, tout ce qui a été dit précédemment, j'avais envie de reprendre, c'est au fond cette redécouverte qui se fait, ce que disait Yacine, ce que tu disais également, du travail au niveau du pluriprofessionnel, d'une part, et d'autre part, du travail à partir des éprouvés sensibles que nous avons. Bon, alors, effectivement, nous avons été aidés grandement par le travail de psychothérapie institutionnelle avec des patients psychotiques. On s'est rendu compte que de travailler au niveau du langage et du signifiant, ça ne nous aidait pas beaucoup pour soigner les psychotiques, que par contre, travailler sur le transfert des soignants, leurs éprouvés, c'était difficile et exigeant. Certains soignants, d'ailleurs, se sont barrés régulièrement de l'équipe au bout d'un certain temps. D'autres, par contre, sont venus pour ça. C'est un travail passionnant, et donc, comme tout ce qui est passion, c'est dévorant. Voilà. Mais il y a quelque chose là, d'un travail à faire à ce niveau-là, si on veut travailler sur l'archaïque. Et je pense quand même que là, c'est pas pareil. Mais les points de passage entre grande précarité et puis psychose, autisme, je pensais aussi à un film que j'ai vu récemment dans le colloque qu'a fait Rodinesco pour Génie Aubry, des vieux films que j'ai diffusés d'ailleurs, où Génie Aubry a filmé des enfants, ça rejoint l'hospitaliste de Spitz, des enfants abandonnés dans les pouponnières. Et ben voilà, on aurait cru des autistes, et ils avaient quoi, 1 an et demi, 2 ans, et une thérapeute les prenait en charge comme elle pouvait, et 6 mois plus tard, l'enfant n'avait plus du tout ces signes-là de balancement, de stéréotypie. Il y avait une récupération, une rapidité incroyable. C'est-à-dire qu'on retrouve régulièrement des choses qu'on a oubliées, voilà, mais qui reviennent sous d'autres formes. Oui, prennent d'autres habits, les habits du moment. Mais c'est tout à fait ça, c'est une clinique qui prend 2 habits et qui sont récupérés socialement par de nouvelles figures terrifiantes, comme ça peut être le cas pour les psychotiques qui vont être pris par la toxicomanie, alors que je disais tout à l'heure, les psychotiques qui deviennent SDF, là ça devient encore autre chose. Le moment, alors c'est quand même pas un hasard, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le monde dans lequel on vit, qui fabrique de la toxicomanie partout, quoi, dès le plus jeune âge. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis très marquée par la crise des opioïdes aux États-Unis, parce que c'est une fabrique de la toxicomanie où les médecins sont d'emblée en position de dealers, sans même s'en être rendu compte. Et je vois le truc arriver un peu en France, discretos, mais bon. Tu as vu l'enquête sur c'est le Haut Conseil pour la famille qui vient de publier ça, sur la prescription de psychotropes chez les enfants, les adolescents. C'était la semaine dernière. Je vais diffuser cette enquête, c'est absolument incroyable. Il y a un boom sur la prescription d'hypnotiques chez les gosses. Ça, c'est depuis le confinement. La Ritaline, ah oui, voilà, c'est ce que disait une collègue. Le confinement, elle parlait d'une augmentation de 700% des autistes. Parce que comme l'autisme, le diagnostic n'existe plus, c'est spectre autistique, tout le monde est autiste aujourd'hui. Tout le monde est autiste, tout le monde est trans. Tout le monde est trans, et tout le monde est... comment ça s'appelle? Non, on ne va pas généraliser. Mais voilà, donc en tout cas... TSA. Non, bon, on ne va pas généraliser, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est comment une société telle qu'elle est génère des formes de pathologie. Et là, c'est manifestement dans une demande toxicomaniaque de quelque chose, de produit, de diagnostic, de quelque chose. Et en ce moment, donc dans la rue, il n'y a pas de raison que la rue échappe au mouvement social du moment. C'est ça, en tout cas, je pense qu'on peut retenir. Et c'est très difficile et plutôt inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, puisqu'on parlait d'enfants, là, c'est les enfants des migrants. Parce qu'ils sont dans des modes de vie, souvent, donc ça aussi, c'est pareil, je ne sais pas comment ça reste, on est dans des hôtels sociaux, il y a toujours cette espèce d'idée que c'est comme dans la banque, il ne faut pas s'habituer. Tu sais bien, ce truc-là, il ne faut pas s'habituer au transfert, donc on les change, on les met dans des écoles différentes. Ce sont déjà des enfants qui ont des histoires de troubles de l'attachement souvent importants, qui ont vécu des traumatismes d'exil, et rebelote, ce sont les Français, les habitants, les adultes de demain ici. Et je trouve qu'on ne prend pas du tout assez en considération ce que vont devenir, le devenir immédiat psychique de ces enfants, et qu'on devrait inventer pareil plein de dispositifs, que par exemple des structures comme ici, vous pourriez le faire. C'est le soutien aux mères quand on scolarise les enfants. Parce qu'on demande du coup aux écoles de tout faire, ils n'y arrivent pas. Mais les mères, il faut les aider à apprendre le français, à comprendre, pas seulement par un petit truc, voilà les lois en France, non, à mettre en place des liens. Et ça, c'est ce qu'on faisait avant, quoi. Il y avait l'imagination, ça coûtait pas cher,
on inventait des structures, et là, on a l'impression que tout est, le temps qu'on demande à l'HAS, à l'ARS ou je sais pas quoi, la clinique a déjà changé, on a les résultats, les réponses 7 ans plus tard. Donc, comment on peut imaginer, inventer des choses? Il y a des gens qui le font, mais alors il faut au moins les repérer. Oui. Et moi, c'est cette clinique des enfants qui m'inquiète beaucoup. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se répète par rapport aux migrants et enfants de migrants, c'est que les enfants de migrants assistent de nouveau à l'humiliation des parents. Et le pire, et les enfants traduisent pour les parents. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils arrivent à... Enfin, qu'est-ce qu'ils traduisent, qu'est-ce qu'ils filtrent eux-mêmes. Ils sont... on le voit bien hein, dans les histoires cliniques traumatiques que nous accueillons. Le poids qui repose sur leurs épaules, vouloir leur éviter ça, ce serait presque désavouer leur position, la position qu'ils ont prise auprès de leurs parents. C'est-à-dire qu'il va falloir composer avec le fait que ce sont des enfants qui font par excitation pour les parents, qui sont leurs porte-parole et qui traduisent aux paroles la parole de l'administration. C'est une position impossible. J'avais une petite Afghane comme ça de 12 ans, je n'étais pas censée voir des enfants, c'est elle qui traduisait tout ce qui arrivait et c'est elle qui a dû traduire le refus de la demande d'asile. Et là, elle a voulu se suicider. Donc voilà, les enfants, voilà, je sais pas, mais c'est vraiment ce que je vois c'est peut-être moi, hein, mais de nouveau, c'est la façon dont l'enfance en général est gravement en danger et comment on pourrait se poser ces questions, même en s'occupant d'adultes, mais en faisant des ponts qui existaient avant avec la pédopsychiatrie. Alors, pour ça, c'est quand on peut. Mais ce qui est dit là, c'est effectivement qu'on réédite des choses qui ont eu lieu à chaque génération d'immigration. Bon, effectivement, avec cette particularité, la différence, c'est que c'est beaucoup plus massif et qu'aujourd'hui, les gens fuient massivement des zones où ils risquent leur peau. Ils viennent aussi vers le nord parce qu'ils essaient de survivre et qu'ils quittent des endroits dangereux. Et c'est massif, mais la manière dont ils sont traités est absolument indigne. Et effectivement, aura des répercussions pour eux et pour leurs gosses. Nous les accueillons, effectivement, ce sont souvent les enfants ou alors Google Translate, on se débrouille comme ça avec... c'est terrible. Ou on a des copains qui parlent français, ils ont avec le téléphone hein, qui permet, on n'a pas de traducteur ici, hein, à la différence de Paris. Que ce que tu racontes dans ton livre, où il y a des traducteurs dans toutes les langues, non, on n'a pas. On a juste une traductrice qui est en serbe, quelquefois, comme dans l'équipe, il y a des gens qui parlent arabe, mais sinon, c'est quand même compliqué. Et je trouve qu'il y a quelquefois, à la fois qui se répète du très mauvais accueil qui a été fait aux Maghrébins après la guerre d'Algérie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est en train de venir, parce que c'est en plus compliqué parce qu'il y a une guerre généralisée entre tous. Par exemple, dans notre secteur Croix-Rouge, il y a ces guerres ethniques, pour des trafics, ou pour des petits trucs, à la Kalachnikov, quand même, avec des armes ramenées des Balkans, pour peu cher. Et on est dans cette situation-là, avec les réseaux islamistes aussi qui sont là, qui sont mêlés avec les réseaux de trafiquants de drogue. Et je pense que c'est quand même très important de le savoir. Parce que si on discute clinique en dehors de cette réalité vécue par les gens qui vivent dans ces quartiers, on était quand même obligé de sortir les appartements thérapeutiques que nous avions de Croix-Rouge, tellement il y avait du danger. À un moment donné, il y a eu le meurtre d'un handicapé physique par 2 gamines dans le bloc à côté, et ça nous a permis d'avoir comment discuter avec un administrateur. Il a fallu en arriver à un crime, commis par des gamins d'ailleurs, pour qu'un appartement thérapeutique puisse être déménagé. Bon, c'est quand même... c'était il y a déjà longtemps, hein, une quinzaine d'années, je crois, j'ai plus les dates en tête. Ça me paraît quand même important à signaler, y compris au moment où les appartements vont se généraliser à Reims, un chez-soi d'abord est en train de se construire. C'est quand même important de savoir tout ça. C'est-à-dire qu'on a mis des patients, on a appris ça donc en 86, enfin depuis 80, on a une pratique d'appartement. En 86, il y a eu les appartements thérapeutiques et on s'est rendu compte, Gérard souriait tout à l'heure parce qu'on a vécu ça
on a donné un appartement clé en main à quelqu'un qui sortait de la rue, d'ailleurs, un psychotique qui sortait de la rue. Et l'appartement, j'allais dire flambant neuf, non, il était bien, quoi. Et on a retrouvé le type à la gare, par -10, avec les clés de l'appartement. Il ne pouvait pas l'habiter. Il ne pouvait carrément pas l'habiter. Alors on a dû faire tout un travail pour qu'il puisse habiter le lieu. C'était quand même quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui demande toujours à être retrouvé, ça. Hein. Mais dans ce que tu disais, c'est une question intéressante, particulièrement riche. C'est en quoi est-ce que la clinique et le politique se questionnent l'un et l'autre et s'interpénètrent, et comment la clinique peut donner des outils, peut être entendue, audible déjà, et comment le politique donne des ordres et crée des instances qui sont sourds à ce qui se passe. Parce que, en plus, bon, c'est un problème qui est pas propre à la France, c'est toute l'Europe, hein, mais je crois que la France, on est quand même les rois, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est sous réserve, hein, qu'on dépense beaucoup d'argent et que ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont on s'occupe des choses, parce qu'il manque une ligne directrice, il y a quelque chose qui n'est pas assez pensé, anticipé, et du coup c'est une espèce de générosité mais qui devient mortifère, quelque chose qui ne marche pas. Justement par tellement grande peur de devoir dire parfois non, alors qu'il y a bien des moments où il faut dire non, de la même façon que tu dis, ils ne sont pas tous gentils, il y a aussi des réseaux, il y a des mafias, il y a tout, mais ça c'est tellement politiquement incorrect que de dire ça, que du coup on se retrouve dans un système perverti. Pas par la mafia, pas par des trucs comme ça, mais par cette espèce d'absence de bord, justement. Hein. Vous êtes tous confrontés, tu dis ici, à la sortie, il faut bien mettre des limites aussi. Et ça c'est tellement dangereux à oser pouvoir être dit en France, et du coup, ça crée pour moi des situations mortifères. Mais tu vois, ce qui est compliqué, c'est que ça se mélange, cette affaire-là, avec la question de l'expulsion comme menace tout le temps. Et ça rend les choses très difficiles. C'est-à-dire que nous gardons avec nous des patients qui ont tout le temps des OQTF et des possibilités d'être expulsés à tout instant. Et du coup, c'est très compliqué de signifier quelque chose. Ce qui fait qu'on est resté certaines fois, je ne peux pas te donner des choses trop précises puisque c'est filmé, avec des patients qui nous mettaient hors limite, quoi, qui nous mettaient à bout. Mais on se disait que si on les lâchait, ils pouvaient être expulsés, quoi. Et ça, c'est une réalité vécue quotidienne. Et avec quoi on a... Oui, bien sûr, c'est pas forcément des gens... Mais moi, je me suis aussi posé la question des OQTF et de la clinique que ça allait provoquer, puisque pas mal... Ça rend les gens fous. Pas mal de... L'histoire de Rouen, c'était... Pas mal de passages à l'acte ont eu lieu avec des gens qui étaient à la fois acceptés dans même le travail, dans leur statut, avec des liens amicaux, que c'était l'église du travail, et en même temps, l'OQTF qui revenait. Et donc cette espèce de double bind, comme ça, fait que ça crée effectivement des risques de... Je suis intéressé par la question. Oui, merci. Oui, en plus, je quitte depuis peu un groupe de jeunes mineurs non accompagnés en résidence artistique. Il y a une chose aussi qui rend assez folle, en fait, c'est d'être un jour enfant et le lendemain plus enfant, ailleurs enfant et puis plus enfant, et puis d'un département enfant, puis dans un autre pas enfant. Enfin, rien que ça, déjà, c'est une folie en soi. L'âge osseux ? L'âge osseux, évidemment. En 2018, premier stage qu'on a organisé avec la compagnie, sur 15 jeunes qui font le stage et qui étaient en attente de validation de leur minorité, il y en a un seul qui a été validé mineur, et tous les autres sont ressortis avec un test osseux à 19 ans. C'est-à-dire ils avaient tous sur leur bout de papier 19 ans, quel que soit leur âge et quelle que soit leur provenance de pays. Ils avaient grandi d'un coup. D'un coup, et administrativement, ils étaient tous nés la même année, quoi. Donc, il y a quand même des choses qui sont hallucinantes. Bon, il y a des choses qui sont réglées entre-temps, mais déjà, ça, c'est une vraie folie, cette histoire d'âge, surtout pour des jeunes qui prennent la route parce qu'ils savent que dans certains pays, ils pourront avoir droit à l'enfance et à la jeunesse, c'est-à-dire à l'école, à l'éducation, que c'est ce qui motive toute une prise de risque extraordinaire, que parfois on leur offre pendant quelques mois
et qu'ensuite on réduise à néant tous leurs efforts, puisqu'ils se retrouvent avec une OQTF ou l'absence de perspective de régularisation. Donc il y a de quoi être fou toutes les 2 minutes, de toute façon, là-dedans. Et moi je constate avec l'évolution du temps entre 2018 et 2023, c'est une fragilisation des jeunes qu'on peut recevoir. Nous, c'est assez bien parce qu'on travaille avec la même structure, avec les mêmes modes de... Tu peux préciser peut-être? Oui, c'est un SAMI, c'est un service d'accueil pour mineurs isolés étrangers. Donc c'est les structures qui les accueillent à leur arrivée et qui va ensuite décider de savoir s'ils vont pouvoir être scolarisés ou pas, etc. Donc en 2018, les jeunes étaient en attente très longtemps. Donc ils étaient dans une attente, une passivité, un manque d'occupation qui était très très fragilisante pour eux. C'était assez horrible d'ailleurs. Ensuite, avec les périodes Covid, etc., les jeunes ont été validés plus facilement parce qu'ils devaient rester sur le territoire, donc ils sont devenus mineurs, scolarisés. Et puis, à l'heure actuelle, les jeunes qui arrivent sont des jeunes beaucoup plus fragiles, beaucoup plus chaotiques. Déjà, qui ne maîtrisent absolument pas la langue. Ce ne sont plus du tout des jeunes qui avaient une perspective parce qu'ils étaient peut-être meilleurs à l'école ou parce que la famille disait celui-là, il va bien s'en sortir. Non, c'est parfois des jeunes de la rue qui viennent de la rue pour en retrouver une autre, celle de l'Europe. Des jeunes qui ont déjà eu des relations avec la délinquance et qui arrivent ici. En 5 ans, le chaos du monde se répertorie énormément sur cette jeunesse qui arrive. Voilà, donc... C'est que des garçons? Oui, dans le projet, c'est que des garçons, oui. Oui. Et pour la première année, il y a eu, par exemple, dans un lieu magnifique où on travaille, des destructions de matériel, ce qui n'arrivait jamais, avec le même profil de jeunes, en fait. Hein, c'est juste, ça me rappelait ce dont vous parliez de rapport à l'espace, qui devient tellement chaotique. Effectivement, les choses verticales disparaissent même pour eux. Alors évidemment, il y a la religion. Oui. Il y a la religion, il y a les prières régulières pour pouvoir tenir le coup. Je crois qu'il faut qu'on Et le téléphone. De ça comme recours. La religion et le téléphone. Exactement. Alors c'est vrai que pour les jeunes qui viennent d'Asie, qui viennent de très très loin, comme le Bangladesh par exemple, le Pakistan, là on trouve des grandes fragilités. On trouve des jeunes extrêmement jeunes et extrêmement fragiles qui parfois ont réussi à venir en avion. Un jeune homme payé par la famille. Hein. Exactement, payé par la. Oui, c'est payé par la famille. En fait, on les parachute comme ça. On les envoie à l'autre bout du monde. Pour qu'ils aient une vie, c'est ça? Non, parce que c'est l'enfant souvent ou l'enfant fragile. L'équivalent de l'enfant sorcier. Oui, ou l'enfant fragile, ouais, voilà. Il y a des enfants qui n'ont rien vu du voyage, donc par exemple, qui ont passé plusieurs semaines les yeux bandés dans des coffres, par exemple. Donc ça veut dire qu'un jour, ils sont au Pakistan, le lendemain, ils sont dans un endroit inconnu sur une carte. On a sorti une carte du monde tous ensemble l'autre jour. Personne n'arrivait à situer les pays des autres, en fait. Et les gens qui voyaient leur propre parcours ne le croyaient même pas. Ils étaient là, ils disaient « Ah oui, ça fait ça ». Ils montraient sur la carte. C'était quelque chose qui était pour eux absolument dingue. Madame, qu'est-ce qui explique donc dans ce cas-là qu'il soit... Prenez le micro, peut-être, on peut faire circuler. Merci. Je voulais demander qu'est-ce qui explique dans ce cas qu'il soit parachuté dans ces conditions de voyage, sans les yeux bandés. Qu'est-ce qui l'explique? Le jeune homme aux yeux bandés, je pense que lui, c'était vraiment un souhait des parents de le sauver, quelque part, de le faire partir en Angleterre. On t'entend pas. De le faire partir en Angleterre, mais pour que le choc, pour qu'il n'y ait pas de résistance, en fait.
Donc malgré lui, il a été drogué, on l'a mis dans un coffre et là tout un réseau s'est mis en route. Dans un état de passivité. Oui. Voilà, absolument. Voilà. C'est horrible. Voilà. Merci. Tu vois, c'est important que tu nous le racontes parce que par rapport à des choses qu'on lit ou que tu nous racontes cette histoire-là me paraît important. Elle est concrète, elle est singulière, c'est important. Je peux dire un truc. Oui, pour compléter juste sur ce que disait Nathalie, moi il y a 15 ans j'avais fait mon stage long d'éduc, donc c'était 9 mois, j'avais passé 1 an auprès des mineurs isolés demandeurs d'asile avec France Terre d'Asile qui avait la seule structure sur le territoire français, un centre d'accueil et d'orientation. Et quand même autour des tests d'âge osseux, c'est un choix politique. Nous on travaillait avec Jean-Pierre Rosenzweig qui refusait systématiquement de prendre en compte les tests qui avaient été faits, c'est-à-dire que le statut de minorité était donné et la prise en charge était possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les juges qui décident ou non. Et ceux qui prennent en compte ça sont des salopards. Et quant au... L'aléatoire est d'autant plus grand. 18 à 24 mois minimum de marge d'erreur. Ouais. Parce qu'il y a une justice, etc. Ils se retrouvent face à un aléatoire permanent. Donc ça, pour créer des chocs psychiques, il n'y a rien de tel, quoi, en fait. Parce que même l'idéal vers lequel ils se sont tournés, à la limite, ils auraient préféré savoir que c'était l'horreur ici aussi. Quoi. Bien sûr. Puisque vous avez le micro, qu'est-ce que vous faites avec eux? Du théâtre. Oui, comment ça se passe, je veux dire? Je suis avec une équipe, une danseuse chorégraphe et maître d'art martial. Donc on les fait travailler aussi les pratiques martiales des rituels, par exemple. Et un conteur, pour qu'on puisse travailler sur leur capacité de récit. Moi, je les fais travailler sur la langue, essentiellement, et sur la littérature. Et on a toujours avec nous un musicien pour travailler. Voilà. Donc c'est un mélange entre le corporel, la création, l'apport de la littérature. Et on fabrique un objet et on vit ensemble pendant une semaine sous le même toit, on mange ensemble et, dans un lieu magnifique qui est un écolieu sous les arbres et on mange bio pendant 5 jours. Prenez un micro. La langue, oui. Oui, la langue, c'est une grande évolution. Donc là, multi-langue cette année, avec très peu de français. Comment tu fais? Je fais du mime. Alors, ils se traduisent l'un l'autre, beaucoup, donc ça, c'est intéressant. On a recours parfois à des logiciels spécifiques, mais j'avoue que c'est un peu la limite pour moi, parce que alors, c'est même pas une histoire de pratique de l'anglais, parce que les jeunes ne le pratiquent pas forcément, selon leur pays d'origine. Et là, on est face à la problématique de est-ce que je suis bien comprise? Est-ce qu'ils savent bien ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une comment on dit, une acceptation en toute conscience de ce qui est en train de se passer? Donc le problème de la langue, il est vraiment important. Oui, non, pour le texte, ça c'est le plus facile, parce que la traduction est très facile, aisée. Un texte écrit, ça va très vite de le traduire en fait. C'est pour la conversation. Oui, c'est pour la conversation. Et le but était aussi que ces jeunes-là rentrent en conversation avec des artistes qui ont un rapport plus poétique au monde, on va dire, et entre eux. Et là maintenant, c'est vrai que le problème de la langue se pose, mais bon, ça va se résoudre. Parce que c'était 5 origines différentes. Cette année, oui, Côte d'Ivoire, Bangladesh, Égypte, Afghanistan, oui, voilà. 4. En tout cas, moi je ne rencontrais pas tellement des mineurs accompagnés, un peu quand même, mais ils en avaient ras-le-bol de rencontrer des psys, parce que parce que c'était la répétition, et on se rend pas compte quand on reçoit des gens que ce que nous on apporte comme culture, c'est pas du tout celle à laquelle ils ont non seulement été confrontés, mais en plus avec leur exil et tout ça, et on les fait répéter des questions, et il y en a un qui m'a dit gentiment, de toute façon, moi j'avais pris le parti pris avec des gens dont je sais qu'ils avaient vécu des exils très douloureux, de dire plus tard, ça va. Mais qu'est-ce que c'est que cette jouissance à faire parler les gens des horreurs qu'ils ont vécues, et les faire répéter. Et eux, je pense, pour ça que je vous ai posé la question, parce que je pense que la dimension médiatisée est super importante. Bon, là, cette année, on a travaillé un conte du Mahabharata
vous allez bientôt être à la cartoucherie de Vincennes, quoi. C'est ça ma baraka. Il y avait Aurore qui n'a pas terminé, je crois. Oui, moi j'avais une question sur le... Parce que juste quand vous parliez des limites, si vous pouviez préciser, parce qu'on voit bien que du côté de l'État, les lois sont de plus en plus restrictives. On en est à la 20e version d'une loi asile et immigration en moins de 10 ans. Enfin, on est sur des folies qui abîment les gens. Mais de quelles limites vous parliez? Parce que je pense que c'est pas non plus la clinique des bords dont parlait Patrick. Oui. Est-ce que vous pouvez juste préciser, quand vous disiez il n'y a pas assez de limites ou il n'y a pas de limites, si vous pouviez en dire un peu plus? C'est vraiment une question compliquée, oui. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a appris les choses avec les histoires de névrose, des conflits internes, de psychose, de délire, de la perversion et tout ça. Je crois que dans ce à quoi on est confronté chez des jeunes et des moins jeunes, mais plutôt beaucoup chez des jeunes, c'est plus tellement valide. Et on voit d'ailleurs dans la clinique des enfants et des jeunes aujourd'hui, hein, c'est-à-dire dans la clinique dite du bien-être, parce qu'il y aurait à dire aussi là-dessus, ce qui est au nom de... On ne rit pas, on est sérieux. Mais l'idée de faire tout pour que l'enfant et le jeune soient heureux, alors évidemment c'est pas ce dont on parle, mais ça revient un peu à ça. Le fait de mettre aucun interdit au risque sinon de traumatiser ou de faire de la violence, on crée aussi chez des gens insérés une clinique sans bord, ce qui fait que les enfants, l'être humain, il est ce qu'il est, il va chercher ses bords d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce que j'ai remarqué, et je ne parle pas là du coup de l'errance et de ce dont on parle ici, mais c'est que on a confondu le risque, prendre le beau risque de vivre avec les conduites à risque. Et que du coup, en interdisant aux enfants de prendre le risque d'apprendre et de venir se cogner à des impossibles et à prendre des coups d'ailleurs, c'est la même histoire que de prendre des coups en se frottant à quelque chose, mais en apprenant du coup à ne pas y retourner, en mettant les enfants uniquement à la maison devant leur écran. Les parents se sont débarrassés de la crainte du risque, mais ils ont pris là le plus grand risque de les mettre face à des conduites à risque invisibles par eux, puisqu'ils ne connaissaient pas encore. Donc ça, c'est une image, mais on est bien là-dedans sur la disparition des interdits fondamentaux, qui fait que ça permet aux enfants et aux générations successives de se constituer contre ces interdits, mais en façonnant d'autres. Tandis que là, si nous-mêmes nous nous positionnons, État, individus, parents, responsables d'institutions, comme porteurs de non-limites, qu'est-ce qu'on crée chez les enfants, chez les jeunes? Et donc, peut-être que contrairement à vous, je différencierais peut-être pas la psyché individuelle des psychés institutionnelles et étatiques. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants qui partent, à qui on promet des choses, qui voient maintenant, ils sont pris sur les portables, parce que moi, ce dont je parle là, c'est que ce qui m'a le plus tout de suite impressionné quand je suis arrivée à la passe, c'est le fait, le smartphone sur la table, tout de suite. Hein. Et donc, je me suis dit, ah ouais, donc toute la jeunesse mondiale est plus en raccord avec ce qui se passe, avec des bribes de culture évidemment très différentes, mais les vrais exclus de la culture du smartphone, c'était plutôt Raphaël Bibi Frigotin que les jeunes qui d'ailleurs m'apprennent, mais non, mais là, tu as mal fait marcher ton truc là, c'est pas comme ça que ça marche. Et effectivement, ils sont tous passés dans ce rapport au monde extraordinairement virtualisé et plein de possibles, et évidemment le lieu où... Moi, je pense que ce qui nous guide dans cette clinique des bords, je n'avais jamais dit ça avant, donc peut-être je me trompe, mais c'est qu'il y a une confusion entre une grande perversion généralisée et de ceux qui feraient limite. Et que du coup, des enfants s'embarquent, parce que beaucoup disent quand même, merde, on ne savait pas que ce serait comme ça, hein, quand même. Hein. Et ce que je disais hier, j'étais interviewée sur Radio Africa, il y avait des gens de Primo Levi, moi, ça a duré une demi-heure, c'était sur comment ça se passe. Bon, évidemment, ça se passe mal. Moi, je disais juste, j'étais la seule à dire oui, mais ça se passe mal pour tout le monde, il faut aussi le dire. Les structures publiques françaises, elles vont mal en général. Et à la fin, il y avait une demandeuse d'asile africaine qui, elle, est allée franco de bord, qui a pris la parole et qui a dit il faut dire aux jeunes Africains comment ça se passe ici, il faut qu'ils arrêtent de penser les bobards, il faut qu'ils arrêtent de croire que tout ce qui va sur leur smartphone avec la tour Eiffel, c'est vrai, il faut qu'ils arrêtent. Donc ça ne pouvait pas être dit par quelqu'un comme nous, parce que tout de suite ça aurait fait... parce qu'en plus il y avait quand même des questions qui sont de vraies questions. Hein. Pourquoi, avec les Ukrainiens, ils ont un statut particulier et pas nous donc voilà. Et donc, je dis, c'est pas la même législation, mais moi, je suis pas compétente pour y répondre. Ce sont censés être des gens qui viennent provisoirement. Hein. Mais évidemment que derrière là, dans la question, c'était autre chose qui était questionné. C'est les été noirs de peau de l'autre côté de l'Afrique. Bon, on savait bien que c'était ça la question. Hein. Mais je pense qu'on vit dans un monde qui fabrique du sans-bord partout,
si je puis dire, et que ces jeunes qui passent, alors aussi, il y a de tout, hein, il y a ceux qui sont envoyés par les liquéfaction du bord, mais mondialisés, entre effectivement ceux qui vont partir pour des raisons politiques, le gamin envoyé, moi je suis pas sûre que les parents étaient si gentils, voilà, hein, bon, et celui qui va arriver parce que, ou la femme, parce que maintenant il y a des femmes qui arrivent seules, de plus en plus, hein, et là au niveau avec une vulnérabilité massive, elles arrivent de plus en plus nombreuses. Et qui arrivent là et qui échouent, qui souvent se font violer à leur arrivée, enfin, avec des trajets d'exil, parce que combien de temps ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ça, moi les gens que je voyais, ouais, moi ceux que je voyais qui étaient des adultes, parfois c'était 15 ans d'exil. Alors moi je demandais aussi, ce que personne ne pose comme question, que je trouve intéressante, je vous la soumets, c'est la perte de poids. Parce que là aussi, hein, corps et psyché ont partillé, et donc en général c'était 15 kilos, comme ça grosso modo. Et voilà, donc il y a autant de situations que d'arrivées, que de jeunes, même le mot mineur non accompagné, je trouve que cette terminologie, elle est aussi bien... voilà, en tout cas, il va y avoir de plus en plus de jeunes. Il n'y a pas encore trop de jeunes femmes seules, mais ça va arriver. En tout cas, les femmes qui arrivent sont un peu plus âgées. Très très jeunes quand même, de plus en plus jeunes. Oui, de plus en plus jeunes, les femmes. Ouais. Les jeunes garçons aussi, hein. Oui, 13 ans, 12 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, de plus en plus jeunes. Ça sent le brûlé? Oui, ils arrivent de plus en plus jeunes. Vous êtes en flamme? Je voulais peut-être poser une question sur la question des bords, pour reprendre la question posée par Aurore, parce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me paraît confondu, c'est cette question des limites que nous pouvons poser, qui sont absolument nécessaires, indispensables, et qui permettent qu'on puisse vivre. Les limites, voilà, tout ce que tu as, je ne vais pas reprendre ce que tu viens de dire, qui sont les limites symboligènes plutôt, hein, et qui permettent aussi qu'on puisse continuer, qu'il y ait un endroit pacifié dans une institution où les gens puissent vivre sans être tout le temps agressés. Les limites, c'est aussi l'appui du mais, sujet. Mais il y a quelque chose d'autre. À propos, tu dis... Alors là, moi, effectivement, la différence de limite psychique, limite collective, pour Freud, c'est pareil. Et quand il dit il n'y a pas de différence entre la psyché individuelle et la psyché collective dans l'homme Moïse, à la fin de son œuvre, je trouve que c'est effectivement un pari très fort, mais c'est un truc important à tenir quand on travaille en institution. Là où c'est différent, c'est la question de l'établissement et de l'État. Et je trouve que la question des législations d'État, la façon dont les choses sont votées, sont décidées, la cruauté de ce qui se produit, je trouve qu'on est dans une autre logique. Et si on confond la clinique des bords et cette logique étatique, alors évidemment qu'il y a des interpénétrations, parce qu'il y a aussi des humains qui peuplent l'appareil d'État, et qu'on peut avoir des rencontres entre humains, bien sûr, mais tout de même, il y a des logiques différentes. Et je trouve que si on confond les deux, on comprend, par exemple, quelqu'un qui est expulsé de manière extrêmement cruelle, des gamins expulsés de l'école, poussés au suicide, par des lois absolument cruelles. C'est pas du tout pareil que quelqu'un qu'on met à la porte parce qu'il fait du trafic de drogue, quoi, au niveau d'une institution. Il y a quand même quelque chose là qui reste à penser. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, parce que je vois pas en quoi les bords viennent avoir à voir quand le garçon est expulsé, qui va faire une tentative de suicide. On n'est pas dans la clinique des bords, là. On est dans une clinique Quel est le bord de l'institution? De la cruauté. On est dans une clinique de la cruauté, oui. Alors, effectivement, cette question, est-ce qu'elle est clinique? D'une cruauté sociale qui est présente quand même, qui s'exerce. Je pense que c'est pas pareil que tout ce que tu viens de dire, qui est du côté symboligène. Voilà, c'était pour essayer de préciser, il me semble, les questions posées quand même, qui sont des questions qu'on se pose tous les jours au niveau de la clinique. Quand on a un patient qui est d'une part expulsable, qui d'autre part va mal, et qui enfin commet des actes délictueux, voilà, sous nos yeux, comment on fait? Et il se comporte pas bien. Alors, on est devant des logiques qui s'entrechoquent, quoi. C'est pas qu'elles s'entrecroisent, elles s'entrechoquent à ses dépens et aux nôtres. Mais votre question me fait rebondir sur autre chose, c'est finalement, parce que je vous ai répondu de façon générale, mais est-ce que finalement il y a est-ce qu'il y a une différence entre ce dont on parle quand on parle du sans-bord dans la clinique sociale de la grande précarité et ce qu'on est amené à voir de plus en plus dans nos cabinets,
avec les toxicomanies, avec le rapport au portable, avec le rapport à une pensée qui est de plus en plus fractionnée au niveau du discours. Est-ce que finalement, j'y avais pas pensé, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir quelque chose qui a plus un impact générationnel et que les jeunes du monde entier, sauf que là, il y a la question du trauma. Et ce que je dis dans un autre article, on m'a demandé un truc sur les jeunes migrants, et je disais, vous devriez plutôt m'interroger sur ce qui se passe dans ma tête dans le métro entre le moment où je suis à la passe et où je vais au cabinet. Et j'ai fait un petit article, il n'est pas génial, mais je peux vous le trouver si vous voulez, c'est récent, c'est que, en fait, moi je trouve que beaucoup de ces jeunes qu'on voit dans des migrants, je ne sais pas comment les jeunes de notre monde à nous auraient supporté le quart de ce qu'ils vivent. Hein, et que je les trouve, en certains nombres, plutôt sacrément solides. Et ce mot résilient, qui, ça me gonflait tellement. Hein, bon, bref, ils sont, enfin, je veux dire, voilà, leur guérison, elle passe par un statut social pour beaucoup d'entre eux. Sauf quand ça arrive trop tard, parce que vous avez tous connu comme moi le moment où enfin il y a les papiers qui sont arrivés, enfin on a trouvé tout, enfin tout va bien, et puis psychiquement. Bon, donc. Et ces jeunes qu'on voit en France qui sont en Occident, qui sont complètement pris dans les psychopathologies narcissiques, on ne voit pas tellement dans la question des migrants. On peut voir des jeunes qui allaient très mal, enfin des jeunes homosexuels, parce que dans leur pays c'était réprimé et tout, mais ils sont construits. Ils sont d'ailleurs assez impressionnés par quelque chose. Moi je leur demande parfois, je leur demandais comment vous nous voyez. C'est très intéressant hein, comme truc. Je dis qu'est-ce que vous êtes triste. Et puis, il y en a un qui était, je ne sais plus quel pays il était, il voit un de ses congénères, mais qui est en France depuis longtemps, dans un bus, qui gueule dans le portable comme c'est pas possible, et le type, tout naïvement, arrivant, va lui dire, mais pourquoi tu parles si fort? Le type, il s'est fait prendre une baffe en disant, mais je t'emmerde, va te faire foutre, voilà. Et donc, il était tout choqué, quoi, sur, mais c'est quoi le lien, c'est quoi votre vie ici, comment ça se fait voilà, donc c'est très intéressant de leur demander ce qu'ils voient de nous, c'est pas très réjouissant parfois, mais voilà, et donc à l'opposé au cabinet, où donc la question des cliniques sans bord se pose aussi, c'est toutes ces pathologies limites de mômes perdus dans ces questions du degré de violence aujourd'hui, de l'idéal, de l'apparence, filles et garçons, hein, qui se manifestent sous différents registres. Et je me dis, mais si eux étaient amenés à vivre des situations comme ça, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qu'ils ont comme eux en force psychique pour supporter le quart de... Voilà, c'est mes questions. Le mot projet existe, le mot projet est dans la bouche de tous ces jeunes-là. C'est ça, c'est l'avenir, quoi, avenir. Oui. Projet, c'est-à-dire, ils vont quelque part, ils vont vers quelque chose. C'est la grande différence avec la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sont avec toi et le travail que tu fais? C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que par rapport à... Bon, parce qu'on a juste fait allusion à la massivité du traumatisme. Et par rapport au traumatisme social que ces gens vivent, lorsqu'ils ont un interlocuteur et un dispositif qui rencontre des gens, pas un dispositif, mais des personnes vivantes qui proposent ce que tu viens de nous raconter, à mon avis, c'est pas du tout pareil que quand ils sont dans une errance et qu'ils ne rencontrent personne. Et je suis pas sûr que là, ils puissent se projeter dans un avenir. Enfin, je sais pas. Tu voulais intervenir, Anna? Ah bon, d'accord. Parfois, ils peuvent quand même. Ben, évidemment, là, il y a une grande chance. Hein, et ça pose d'ailleurs le statut de la parole et de la présence. Parce que très souvent, les gens disent « Oui, mais pour ça, vous allez voir la psychologue. Hein. » Et le psychiatre, et moi, je le dis souvent, non. La rencontre se fait avec la personne et la parole n'appartient pas au psychologue. Hein, et c'est là, il y a une rencontre. Mais cette rencontre, même quand ils n'ont pas la chance de rencontrer un dispositif et une personne comme vous, elle peut se faire... Je crois que ça participe de l'humain, quoi. C'est un truc avec un travailleur social, c'est un truc avec un... Il y a quelque chose... Ils ont une énergie. Le problème, c'est est-ce que cette énergie, elle va être anéantie par trop d'aller-retour, de rejet, tout comme ça. C'est ça, la massivité du traumatisme répétitif. Oui, moi je parlais pas de projet artistique parce que c'était un projet de vie, en fait. C'est-à-dire... Le projet humain, oui, c'est l'humanisation que tu proposes par les biais que tu connais. Oui, chacun ici, j'imagine, a des exemples. Mais quand il y a un projet humanisant et que quelqu'un de très traumatique peut le rencontrer, il peut y avoir rencontre. Par contre, quand on a vécu
10 ans, 15 ans d'échecs répétés et de portes fermées ou même de déception par rapport à des promesses non tenues. C'est encore pire. Je trouve que là, il y a quelque chose. On voit des gens très abîmés comme ça, qui n'y croient plus, quoi, qui sont dévastés. Qui passent d'un pays à un autre. Oui. Et en miroir avec les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux qui sont aussi épuisés. Oui, pardon. Et des travailleurs sociaux qui sont parfois aussi épuisés de cette dissonance qu'il peut y avoir entre un projet humanisant, pour reprendre les termes, mais qui se retrouvent aussi face à une administration qui est bien moins humanisante dans son traitement, même si, bon voilà, il y a des démarches qui sont faites, mais... Comment ça se manifeste chez les travailleurs sociaux, cet épuisement ? Eh ben, on peut avoir des personnes qui sont très motivées et avec un idéalisme, je dirais, et ça revient sur la question du bénévolat dont on parlait un peu tout à l'heure, comme ça, mais dans le sens où il y a une vraie volonté de vouloir s'investir pour son prochain et de désirer quelque chose pour l'autre, et d'être confronté à un système administratif qui est bien plus mécanique, bien plus dans la légalité, dans la question administrative, quoi, gestionnaire. Ouais. Et du coup, ça crée de la tension chez les travailleurs sociaux à ce niveau-là. Pour un micro, Valérie. Je trouve quand même que ces dernières années, il y a un turnover au niveau des travailleurs sociaux qui est quand même impressionnant. Enfin, voilà, ça fait 15 ans que je travaille et je trouve que depuis un peu avant le confinement et puis après avec le confinement, il y a un turnover. Et donc du coup, il n'y a pas de transmission non plus des plus anciens, de leur engagement, du désir qu'ils pouvaient avoir. Et je vois dans les institutions, c'est quand même compliqué. Hein. Ça, c'est général. Des foyers jeunes travailleurs. À Paris, donc, il n'y a plus d'EduxP, on en cherche partout. Il y a carrément une carence. Mais là où moi, il y a encore un turnover, mais c'est aussi ce qu'on voit dans les hôpitaux. C'est-à-dire que du coup, la question de l'attachement dans le soin et de la technique, parce que beaucoup de fautes professionnelles viennent du fait que, comme on prend des gens qui passent de service en service, il n'y a pas les réflexes. C'est ça. Et là, pour les gens qui ont, je ne sais pas combien de gens ils se coltinent, mais vraiment pauvre Winnicott, quoi, il doit se retourner dans sa tombe à voir à quel point on a oublié les règles fondamentales. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel turnover ? Il faut se poser la question. C'est ça. Juste pour faire témoignage en même temps par rapport à ce qui est dit, enfin j'aurais plein de choses à dire, mais j'ai été chef de service au foyer de l'enfance de Reims. Donc accueillir des migrants, dans certaines journées, on pourrait en avoir 10, 15 dans la journée, qui rentrent et qui ressortaient, c'est-à-dire qu'ils sont emmenés par le commissariat, et parfois ils repartaient dans les minutes qui suivaient leur arrivée. Pourquoi ? Parce que certains étaient avec des adultes avec des papiers en bonne et due forme pour pouvoir passer, qui n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir repartir pour pouvoir rejoindre leurs amis, et avec toute la difficulté de communication qu'on pouvait avoir avec eux, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai vu, alors moins, mais il y en a effectivement des filles, jeunes filles qui viennent, et je les vois également à la sauvegarde, mais sous un autre angle, c'est quand elles sont femmes, et qui prennent des voies d'exil qui sont liées à la prostitution. Nous, derrière, toute la question qui va se poser au travers de ça, ça va être la question de la parentalité. Et on en a parlé un petit peu en disant, mais et les enfants des migrants, ben oui, et les enfants des migrants, et la parentalité dans ces cas-là, elle est souvent bien difficile pour les travailleurs sociaux à engager. Ben oui. Je crois que vous vouliez intervenir, monsieur. Déjà, par ricochet, ah bon, d'accord. Vous m'avez éclairci. Non, c'est bon. C'était juste sur ce qui ressemble à un dialogue de sourds entre vous, travailleurs sociaux, qui est sur des... c'est finalement... entre donc les services sociaux, les travailleurs sociaux, vous qui êtes dans une optique, vous êtes conscient donc au contact du phénomène, des réalités, des difficultés, mais un dialogue de sourds entre vous et l'administration qui est dans une rigidité administrative.
et donc un rigorisme, excusez-moi le mot, dans le respect des règles administratives qui ne semblent pas toujours bouger. Et donc s'adapter à la... Donc ce dialogue de sourds, c'est vrai que risque de vous mettre très mal à l'aise dans la gestion des dossiers administratifs aussi. Bon, qu'est-ce qui pourrait enchanter un peu les choses, hein? Il doit y avoir des choses à inventer. Certainement. Mais c'est une problématique. C'est une problématique pour les mineurs non accompagnés. C'est une problématique nationale, hein, bien entendu, mais qui, au niveau du département, n'a jamais été peut-être lu ou examiné comme étant un phénomène. Il a toujours été vu peut-être comme un phénomène temporaire. Quelque chose, voilà. Alors que on voit bien que structurellement, ça s'inscrit dans le temps. Bien sûr, on voit qu'il y a des vagues qui sont des fois liées à ce qui se passe dans d'autres pays et qui du coup vont avoir des effets sur les effets migratoires. Mais oui, je dirais que progressivement les choses s'organisent, mais elles s'organisent en faisant quoi, vraiment. On n'est pas dans les mêmes temporalités. Déjà, il y a la question de en faisant quoi, mais en plus, ce que vous décrivez très bien, c'est ces temporalités, un peu comme les gens de la rue. D'ailleurs, on est nous-mêmes confrontés à des différences de temporalité entre ce que la clinique vous enseigne, la rencontre, et puis les administrations qui ne sont pas tous forcément des méchants, mais qui sont encore dans leur grille de lecture d'un monde qui n'a pas changé. Donc il y a ce décalage, il a toujours existé, mais aujourd'hui, comme les choses bougent de plus en plus vite, eux, ils sont de plus en plus... Et puis, il y a quand même la question... Plus la maltraitance. Hein. Je dirais, il y a la question du racisme. Nous, il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire que lorsqu'on a déposé ici, il y a plusieurs années, un projet pour les migrants, créer une interface psychosociale pour les migrants. Et des collègues nous ont dit, mais quand même, il faudrait peut-être déjà arriver à soigner les patients français, quoi, là où on travaille. Et tu laissais présent dans ton bouquin. Bon, on entend ça quand même, hein. Bon, et on entend aussi, j'ai reposé la question il n'y a pas très longtemps, un jour où je remplaçais Yacine dans un bureau de Paul. On n'est pas migrant toute sa vie, alors pourquoi créer un projet migrant? Les gens, ils sont là pour s'intégrer, comme si c'était une évidence. Et alors, j'ai été bouche bée quand même, parce que c'est un collègue intelligent, c'était pas un imbécile, justement. Et donc, il pense aussi que c'est aussi simple, par rapport à cette massivité des migrations qui n'arrêtent pas, de s'intégrer, qu'il n'y ait pas besoin d'une interface, justement, au niveau de l'hôpital, alors que le précédent directeur l'avait compris, mais qu'il n'a pas été suivi par les autorités. Bon, c'est quelque chose que nous allons, j'espère, réavancer, parce que c'est absolument nécessaire qu'entre travailleurs sociaux et psy, on puisse accueillir dignement, je dirais, la question de la dignité qui se pose quand même par rapport à ces personnes. Voilà. Mais comment faire entendre? C'est effectivement une question de se mettre ensemble pour ça. Alors là, c'est vrai qu'on peut continuer longtemps à parler à critiquer ce système qui, de toute façon, ne tourne que sur lui-même et produit des textes, voilà, une loi sur l'immigration qui change tous les 6 mois, à tel point que nul ne sait comment sont prises les décisions. Voilà. On ne sait pas, on pose des questions, il y a des comités Théodule et d'autres Hippolyte, mais on ne sait pas vraiment. Quand on voit la massivité de certaines histoires cliniques, on se dit, mais ce comité de médecins, de 3-4 médecins, vu le tableau clinique, médical, psychique, familial qui est présenté, il récuse encore... alors, sous divers autres prétextes, sous prétexte qu'il y a un système... Je parle de... Je ne sais même... On ne sait même pas de... On ne sait même plus...
On ne sait même plus parce que finalement, comment dire, ça devient assez homogène d'opacité. La question est, qu'est-ce qui est réjoui, quelle est la part positive de tout ça? C'est que pendant que tout le temps que prennent ces démarches, que prennent ces recours, l'attendre que l'OQTF tombe, que l'OQTF soit, comment dire, tombe, comment juridiquement notifiée, et puis qu'elle tombe en déshérence, enfin qu'elle tombe voilà, qu'elle arrive à péremption, je sais pas comment juriste dans la salle comment elle arrive, voilà, qu'elle soit caduque. Voilà, il se passe du temps, il se passe 1 an, il se passe 2 ans, il se passe 3 ans, il se passe 4 ans. Alors effectivement, est-ce qu'on voit les patients sombrer? Alors ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce qu'ils viennent nous décrire, c'est la grande déception, la révolte, la colère, mais les difficultés, voilà, parce que quand ils perdent des droits, donc même pas un sou pour aller au secours populaire ou au Resto du Cœur, enfin, etc., etc. Voilà. Et n'empêche qu'ils s'installent, ils font des enfants, on les voit avec les enfants, on voit les enfants grandir, on voit... Voilà. Et bon, à un moment, il y a un moment où il y en a qui disparaissent. La pandémie a fait disparaître beaucoup de patients qui venaient consulter au centre. Et bon, il y en a d'autres qui reviennent nous voir parce que il leur arrivait un petit truc. C'est pas du tout de la même ampleur que ce qu'ils avaient vécu, mais comme c'était nous qui les avions aidés à ce moment-là, ils viennent et puis ils nous racontent un peu le chemin qu'ils ont parcouru tout seuls et ils se sont fait une vie. Voilà. Et là, c'est juste ce niveau d'une vie humaine, quoi. Mais moi, je vais totalement dans ce sens et plus loin. C'est-à-dire que c'est une clinique extraordinairement gratifiante au niveau existentiel humain. C'est une clinique dans laquelle moi j'ai appris que les choses se passent souvent par le regard et que souvent ça m'a été dit, si vous saviez à quel point ce rendez-vous est important. J'ai rendez-vous avec vous. Enfin, j'ai rendez-vous, juste un rendez-vous d'humanité. C'est tout, même si je dis rien. Et le fait qu'il y ait une date précise dans un temps anomique, justement. Et donc, ça, on ne le sait pas, à quel point on est important. Même si nous, on a dans nos têtes tout ce que tu viens de dire sur c'est terrible, n'empêche qu'il y a ce lien. Et donc, je raconte là dans mon truc, là, ce monsieur, nous, on avait un téléphone, c'était l'époque où c'était masqué. Moi, je me suis habituée au téléphone, pas de souci. Et il y en a un qui me dit, un type afghan, donc je ne voyais pas, il avait un beau regard, c'est tout ce que je pouvais voir, pas tout jeune, et qui me dit, madame, bonjour madame, de toute façon, voilà, ça fait 15 ans que je suis partie, je n'ai jamais rencontré une seule personne humaine, sauf une assistante sociale en Autriche, j'ai été maltraitée, traitée comme un animal partout, et vous allez faire pareil. Et là, vous voyez, sur le moment, il y a une espèce d'effet de sidération. Et je m'en suis sortie, je ne savais pas quoi dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai demandé à l'interprète comment ça va. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé comme truc. Et l'interprète je lui ai dit, monsieur, comment ça va? Et le type a compris et m'a dit, madame, c'est à vous qu'il faut demander ça. Et ça a duré un quart de seconde, et ça m'a suffi pour retrouver le sortir de la gifle et pouvoir dire mais non monsieur, ça ne se passera pas comme ça ici. Alors ce monsieur, il a eu ses papiers des années plus tard, je crois qu'il devait être parquetier, faire des parquets en Afghanistan. Il a toujours voulu venir me faire des parquets chez moi. Il faut venir ici pour entendre ça. Ouais, voilà. Mais il y a eu ce moment de sidération, voilà. Tu voulais intervenir, Gérard? Oui, les traducteurs aussi, les interprètes qui viennent... Il y a ça aussi, il faut prendre soin des interprètes, parce qu'ils viennent quand même nous traduire des histoires, enfin, ils nous traduisent des histoires qui sont quand même
traumatique, c'est violente. Voilà. Eux-mêmes avec une forme de culpabilité, puisqu'ils sont absolument... Voilà. Alors, voilà, surtout quand certains interprètes sont serbes et traduisent des traumas de l'autre côté. Voilà. Et puis, alors, effectivement, j'ai reçu des personnes, alors là, plutôt Afrique du Nord, Algérie, Libye, et puis Congo. Je pense que c'était des tortionnaires. Ou, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait penser L'histoire un peu fabriquée et l'évitement de certaines questions. Voilà. On peut penser que quelqu'un de très traumatisé peut être désaffecté par certaines, à certains égards. Mais là, il y a quelque chose qui ne collait pas. Et puis, le truc qui ne collait pas, c'est que je crois qu'ils ne sont jamais revenus. Voilà. Et parce que, bon... J'avais une suspicion quant à ce qu'il disait. Ah. Oui. Ouais. Bon, certains racontent des histoires préfabriquées par les réseaux. Voilà. Bon, mais ça c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais voilà. C'est intéressant ce dont on parle, parce que c'est pour sortir de l'angélisme aussi, de l'idée du... Tous les migrants sont par définition uniquement des victimes et des gentils, et de voir dans notre clinique que c'est plus complexe. Non, c'est juste un mot sur la cruauté, parce qu'en fait, on parlait des OQTF, et ce qui est le pire actuellement, c'est pas l'OQTF, c'est l'IRTF. C'est-à-dire que c'est l'interdiction de retourner, et ça, elle est valable tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit une OQTF, quand il n'y a pas d'IRTF, il se plante pendant 1 an, et puis on recommence. On fait une demande, on essaie de trouver, bon, entre-temps, il essaye de on y arrive. Mais l'IRTF, c'est tout le temps. C'est-à-dire que 5 ans, 10 ans après, interdiction de retour sur le territoire français. Voilà, donc c'est-à-dire que la personne est obligée de retourner dans son pays, on imagine ce que ça veut dire, pendant 1 an, ça va mieux que moi, ça, mais bon. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait du droit des étrangers, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, vraiment. Mais il me semble que c'est ce qui peut assortir une sanction pénale. Donc ça n'a rien à voir avec... Maintenant, ça tombe comme ça. Pour des gens qui n'ont pas de sanction pénale, ils ont l'IRTF. Ça m'interpelle en fait, donc je vérifierai. Régulièrement, qui arrive avec leur OQTF et l'IRTF en même temps. Alors, la question, Gérard, il faut que tu nous expliques quand même, parce qu'on ne connaissait pas l'IRTF. Non, ça vient. On connaissait l'ORTF. Je rappelle que je suis qu'un apprenti bénévole. De la CIMAD. Oui, mais je vois quand même des gens pour lesquels ils sont obligés, donc ils seraient obligés de retourner dans leur pays d'origine pendant une durée d'1 an en général, l'IRTF elle est de 1 an, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière ça. Et donc, c'est impossible pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais la possibilité de trouver une façon de se régulariser tant qu'il y a ça. Oui, mais c'est qui? C'est ce que disait madame. De qui s'agit-il? Est-ce que ce sont des gens qui ont eu... Non, pas forcément. Je vous assure que non. Mais avant, c'était le cas. Oui, mais pas ceux que j'ai vus, en tout cas. Ça va de mieux en mieux. Oui, ça va de mieux en mieux. Voilà, et puis aussi, juste un tout petit mot sur, par rapport aux amis aussi. C'est vrai que j'ai discuté avec le directeur après la représentation, qui était absolument géniale. Avec Mohamed Daglid, et c'est vrai qu'il me disait qu'il n'y a que 10% de ces jeunes-là qui se retrouvent après avec des situations régulières. 10%, c'est terrible. De tous ceux qui sont accueillis au SAMI, pas que de ceux qui sont au théâtre, de tous ceux qui sont accueillis au SAMI. C'est terrible. Oui. Moi j'avais une question, je vais essayer d'être très brève. Elle est sans doute très naïve parce que je ne suis pas clinicienne. Mais en fait, ce que je retiens de ce que vous avez dit, très intéressant, c'est que vous avez observé dans votre pratique des similitudes en fait dans les différentes détresses psychiques, que ce soit celle de l'homme qui est à la rue, celle du migrant et celle des jeunes occidentaux, comme étant finalement une perte des repères spatio-temporels. Et alors moi ce qui m'interroge c'est mais ces jeunes occidentaux, c'est les adultes de demain, et ce qui est
anormal aujourd'hui, c'est le normal de demain. Et la clinique, elle fait quoi avec ce normal demain? Voilà. Voilà une question. Je sais pas si... Oui, mais c'est tout à fait... c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à parler. On bricole. Alors attendez, parce que je ne suis pas sûre que je parlais de la même chose exactement avec les jeunes occidentaux et puis la clinique de la précarité. J'ai entendu, moi, cette absence de repères spatio-temporels qu'on retrouve. Spatio-temporel, non. Spatio-temporel, c'est plutôt ceux qui sont pris dans les histoires de toxicomanie, mais ce n'est pas tous les jeunes non plus occidentaux. Que la question des addictions, des nouvelles formes d'addiction, que ce soit une nouvelle drogue terrifiante, synthétique, et aussi aux écrans, engendre des problèmes. Mais on ne va pas comparer quand même la désocialisation de certains, et puis voilà. J'ai pas dit que vous disiez ça. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on est dans des formes cliniques nouvelles, et que je ne suis pas certaine qu'on ait tous pris la mesure de comment aborder ces choses-là, que je ne suis pas sûre non plus, mais ça n'engage que moi, que ça passe uniquement par des entretiens de psychothérapie lambda, si c'est pour en changer du temps, mais que par contre, la question de l'engagement d'une parole structurée dans un lieu soit fondamentale et à réinventer, ça c'est ma perception des choses. C'est d'ailleurs comme ça par rapport à la question qui était posée des travailleurs sociaux, qui vaut aussi pour les travailleurs psychiatriques, cette question de la présence à l'autre et d'avoir un lieu de resocialisation et de réhumanisation. C'est comment tenir le coup à notre niveau. C'est quand même peut-être la question essentielle, c'est que si on ne tient pas, c'est la question winnicottienne, de la survie du psychanalyste, du thérapeute, du travail social, de tout un chacun confronté à la destructivité effectivement de la personne, soit autodestructrice, soit destructrice de l'autre. Comment survivre et tenir bon? Ça me paraît extrêmement important que les différentes équipes puissent se parler, créer des réunions de communautés, de collectifs, parler avec les... Et si on n'a pas ça pour se soutenir, se réparer, se recréer en permanence, je pense que c'est difficile de tenir. Ça me paraît très important. Par rapport à la solitude, justement, de la consultation, telle qu'elle est envisagée dans le schéma, effectivement, cabinet, un cabinet peut être aussi dans une institution. C'est justement ce qu'on a à créer dans les institutions, c'est au fond la possibilité de collectifs où on puisse s'épauler les uns les autres. Parce que sinon, c'est compliqué de ne pas être dévitalisé, ou alors de ne pas tomber malade, ce que disait Yacine tout à l'heure à propos d'exemples précis. Effectivement, on peut tout à fait être infecté par ce que les traumatiques... Par le réel. Et donc, c'est important de pouvoir partager avec d'autres. Parce que je pense, pour répondre à madame... Excuse-moi. Encore, c'est que la question, c'est la tentation sectaire comme réponse. C'est en fait ça que je... c'est ça le risque. Tentation de différents types de formes sectaires, mais qui est que, avec les algorithmes, j'ai mal là, je vais là, on donne une réponse adaptée et on est un peu dans ce risque majeur aujourd'hui. Alors là, c'est toute population. Alors ça c'est vraiment, c'est le côté effectivement pessimiste que voient certains patients actuellement. Je pense aux patients du MAPSI qui sont effectivement très préoccupés, en bon connaisseur du réel, de cette question des algorithmes qui nous déterminent les circulations sociales, et c'est effectivement préoccupant. Mais c'est la question de la réinvention des institutions et des lieux, où les choses pourraient se passer, parce c'est ce dont on discutait avec De Lyon la dernière fois. On voit bien l'état des institutions, des lieux, que ce soit du social, du médico-social, du sanitaire, tout ça est quand même en train de se casser la gueule. Comment, à partir d'où, et sans doute que c'est la question du demain, comment les lieux vont se construire et comment le travail va se transmettre. Voilà, on voit la transmission, la question de la transmission, c'est une sacrée question aussi. C'est à partir de nous. Voilà, c'est comment ça essaime, mais on voit bien que c'est la marge peut-être aussi des institutions. La marge aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est la marge à tous les niveaux. Il faut aussi qu'elles soient entendues, parce que cette marge des institutions, elle est de plus en plus petite, elle est de plus en plus fragile. Et je prends une citation dans mon bouquin il y a longtemps, mais je vous la recite parce qu'elle est belle. C'est Krakauer, c'est un philosophe de l'école de Francfort, qui disait « C'est à partir des marges qu'on peut observer le mieux la réalité du centre ». Et c'est vrai, maintenant il faudrait que les institutions entendent ça. Alors qu'est-ce qui peut leur faire entendre ça? C'est comme quand est-ce qu'on met un feu rouge quand il y a eu un certain nombre de morts à un croisement. C'est pareil, là c'est quand vraiment ça va aller très mal et on y est déjà. La délinquance, le nombre de crimes et tout, là, peut-être que... Mais sinon... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être pour positiver un peu les choses, mais je me rends compte que peut-être que la présence de ces étrangers sur le territoire
de l'étranger sur le territoire, elle est porteuse de ce qu'on va devoir réinventer tous, parce que finalement, les questions que vous vous posez en tant que clinicien, thérapeute, travailleurs sociaux, donc moi, je me suis auto-improvisée voilà, en lien avec ces jeunes-là par choix, mais je me retrouve au centre du monde, en fait, avec de la problématique du monde. Et beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas directement, par exemple, concernés par les migrants ou les jeunes mineurs à la rue, le sont indirectement, parce que le nombre de personnes que j'ai croisées et qui m'ont dit « Oh là là, moi, j'arrête pas d'y penser, mais on peut rien faire ». Le nombre de personnes qui sont sidérées par les naufrages, même s'ils ne disent rien, je pense que même si ces gens-là ne sont pas des travailleurs sociaux, ne sont pas des soignants, etc., par ce phénomène-là de l'étranger qui arrive, il arrive, tout le monde est en train de se déplacer, d'être mis en chaos. Et alors, de ce chaos peut naître la plus belle des choses comme la pire, mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, pour la première fois, que je trouve transversal et qui traverse toute la société, et que ce soit la question de l'étranger qui traverse toute la société, c'est-à-dire l'agriculteur de la frontière italienne, avec l'ouvrier de Calais, avec l'artiste, avec vous, avec le travailleur social, avec la mamie qui dit « mais c'est pas possible, ils sont à la rue ». Tout à coup, il y a une chose qui traverse la société, quelles que soient les classes. Et pour moi, je trouve que c'est une chance. Les étudiants les enseignants qui travaillent dans des groupes où c'est décrocheurs scolaires migrants mélangés, savent très bien que finalement les jeunes migrants sont des moteurs dans leur groupe. Que peut-être c'est ces jeunes migrants qui vont raccrocher les décrocheurs scolaires à une scolarité. Bon, moi je considère ça comme une chance. Et je crois que même si c'est indirectement et si c'est parfois que intellectuellement ou psychiquement, je crois que tout le monde est traversé par ces questions-là de précarité et de l'étranger qui va faire vivre les choses. Voilà. Bravo. C'est vrai que moi je me permets, mais l'envers de tout ça, c'est le vote FN. Oui. C'est les deux, quoi. C'est ça. C'est dans la clinique aussi beaucoup de discours racistes, tu vois, moi que j'entends. Enfin, ah non, mais bien. Bah si, c'est grave, mais c'est important d'entendre les deux. C'est ça. C'est que c'est le transfert des Trudeau, c'est le transfert. On prend la pièce de monnaie, tu vois. Et je pense que c'est à penser ensemble. Et moi, je me disais quand même sur l'enjeu du déplacement. Je fais un peu de pub, mais il y a quand même 2 films qui viennent de sortir. Le premier, c'est Goutte d'or de Clément Cogitor. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les jeunes perdus de Barbès qui arrivent du Maroc et tout. C'est fantastique, c'est-à-dire que c'est une proposition de rencontre. Et le deuxième, autour de la crise des opioïdes, c'est le film de Laura Poitras qui avait fait le film sur Snowden, sur Nan Goldin, là, qui crée ce collectif, donc 500 000 morts en quelques années aux États-Unis. Et c'est sorti mercredi. Et c'est vrai que vraiment, c'est important de se rencontrer, de penser, mais comment on sort aussi du travail et qu'on va voir ailleurs ce qui se fabrique. Et du côté des formes, là, je vais dire audiovisuel, mais c'est pas ça, cinématographique. Là, c'est vraiment, c'est précieux. Bien sûr. Vraiment. Ok. Il est 6h moins 20. Peut-être qu'on peut conclure pour aujourd'hui. On peut suspendre la séance. À moi, tu veux dire un petit mot peut-être? Non, je me disais qu'il y a peut-être des gens qui n'avaient pas parlé, qui avaient envie de parler. Ah, c'est encore possible. Non. Tu veux nous dire un petit mot? Non. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Sylvie. Alors, le livre de Sylvie Zucca est en vente là. Il est vraiment très très bon. On n'a pas trop de temps. J'avais préparé. Ça se lit comme un roman. C'est ça que je voulais dire. Il y a une qualité d'écriture qui fait que ça se lit vraiment comme un roman. Même la deuxième partie, même si c'est un roman quand même triste, mais c'est très bien écrit. Et ça se lit d'une façon. C'est extrêmement vivant.
ça rend cette chose-là très vivante. Et tout ce qu'on a pu déployer là, c'est que c'est déjà quand même présent, pratiquement tout. Bon, et le texte aussi. Et cet article-là, donc vous pouvez demander, hein, on vous l'enverra. Hein. Initialement, c'était prévu pour être un livre, mais alors moi, je ne sais pas comment font les gens qui écrivent un livre tout en travaillant, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps. C'est qu'ils ne travaillent pas. Voilà, la réponse est Ouais, c'est ça. Donc j'ai renoncé. Bon.